tout le monde et bienvenue à ce 8e forum d'échange annuel des fonds de recherche du Québec et du Palais des Congrès de Montréal. Je m'appelle Jean-Daniel Doucet, je suis vulgarisateur scientifique, animateur notamment pour la chaîne Savoir Média. Voilà, c'est l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable selon l'ONU. On s'est dit que ce serait une bonne idée de réunir des vétérans et des espoirs de la recherche fondamentale pour partager leur expérience, mais aussi pour nous faire réfléchir un tout petit peu. Donc, c'est ce qu'on va faire tout au long de cet après-midi-là. On va également dévoiler le lauréat du soutien à l'organisation de congrès internationaux du Club des ambassadeurs du Palais des Congrès de Montréal et des fonds de recherche du Québec. C'est des sous pour vos congrès internationaux que vous organisez. Un programme qui aurait intérêt à être bien connu de votre part si jamais vous organisez des congrès ici même à Montréal. On a également à la fin, on fait de la recherche fondamentale. On ne sait pas toujours ce que ça va donner. Alors, on se donne ce droit-là, nous aussi. On va expérimenter une présentation théâtrale-esque, j'ai envie de dire, sur la recherche fondamentale. On va explorer ça en fin de forum. Mais avant, chaque chose à son temps, pour lancer officiellement ce forum d'échange des fonds de recherche du Québec, voici un petit mot de notre scientifique en chef, Rémi Quirion. On l'écoute. Bonjour à tous et à toutes et merci de participer à cette journée sur la grandeur et la misère de la recherche fondamentale. Merci particulier aux conférenciers Yves, Maria, Omar et Caroline. J'ai un faible pour Caroline étant donné que c'est une de mes anciennes étudiantes. Vous savez probablement, cette année, c'est l'année de la recherche fondamentale en lien avec les grands objectifs de développement durable. Ça a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies. Aussi, la recherche fondamentale, c'est dans l'ADN des 3 fonds de recherche du Québec. 80% de nos budgets de recherche vont pour des projets non dirigés ou de la recherche fondamentale. 20% sur les grands défis de société, comme le vieillissement réussi, les changements climatiques et autres. Et même sur les grands défis de société, il y a énormément de recherche fondamentale dans les projets qui nous sont soumis et qui sont financés par les fonds de recherche du Québec. C'est très important, la recherche fondamentale, pour faire face aux grands défis de demain. Un exemple, les vaccins contre la COVID, les vaccins à l'ARN. Il y a 25-30 ans de recherche sur l'ARN. À quoi ça sert l'ARN dans les cellules? Comment utiliser ces connaissances-là pour développer des nouvelles approches thérapeutiques? Donc, 25-30 ans de recherche sur l'ARN qui ont permis de développer très rapidement les vaccins ARN se sont montrés très, très, très efficaces dans le traitement de la COVID-19. Demain, si on avait, par exemple, au Québec, un très grand tremblement de terre, très gros tremblement de terre, on aurait besoin d'experts en géologie, en géodésique, etc. Donc, il faut s'assurer qu'on a ce type d'experts ici au Québec. Sécurité publique sur l'île de Montréal et ses banlieues, de plus en plus une question critique. Donc, avoir des experts en sciences sociales, en sciences humaines, qui comprennent comment la société fonctionne pour nous permettre de faire face aux défis de sécurité publique. Et là, on peut parler aussi bien sûr des changements climatiques et comment s'assurer que grâce à la recherche fondamentale, on va développer de nouvelles approches qui vont nous permettre de diminuer l'impact des changements climatiques. Donc, une très bonne journée, de bonnes discussions et j'ai bien hâte d'entendre les collègues des fonds de recherche me résumer les recommandations que vous allez nous faire en fin de journée aujourd'hui. Merci. Merci, M. Quirion. Je suis sûr qu'on aura plein de recommandations à vous faire dans à peu près 3 heures. On est aussi bien installé, je trouve, pour réfléchir ici au Palais des Congrès de Montréal. Et à ce sujet, j'inviterai Mme Emmanuelle Legault, présidente directrice générale du Palais des Congrès de Montréal, à venir vous dire un petit mot. Puis on peut même l'applaudir pendant qu'elle vient à l'avant.
C'est bon. Oui, il faudrait venir de l'autre côté, juste ici. On va changer de place. Voilà, allez-y. Pas de souci. Merci beaucoup, Mme Legault. Merci. Bonjour à toutes et à tous au nom de l'équipe du Palais. Je vous souhaite la bienvenue. Mais avant toute chose, j'aimerais prendre le temps de reconnaître que le Palais des Congrès de Montréal est situé sur un territoire autochtone non cédé. Tchouktchagé, Montréal, est historiquement connu comme lieu de rassemblement. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues avec les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. C'est avec grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour ce forum qui rassemble, et oui, des chercheurs, chercheuses et professionnels de tous les secteurs. Nous sommes honorés de vous recevoir en grand nombre au Palais. L'année dernière, j'étais ici, il n'y avait définitivement pas autant de gens dans la salle, fait que c'est un plaisir. Si aujourd'hui, le Palais est reconnu sur la scène internationale pour ses événements et ses congrès, ben, c'est grâce à des chercheurs, à des scientifiques, à des professeurs qui, comme vous, participent aux avancées dans des branches bien étendues que la chimie, l'environnement, les mathématiques ou encore la santé. C'est aussi grâce à toute cette communauté scientifique qui donne de son expertise et de son temps pour attirer des grands congrès à Montréal et on vous en remercie. Notre Club des ambassadeurs, fort de plus de 300 membres, témoigne de cette vivacité et de cet engagement. Le Palais est extrêmement fier de soutenir chaque année des chercheurs et des chercheuses impliqués auprès de leur communauté, aussi bien locale qu'internationale. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, votre présence surtout et votre dévouement. Toute l'équipe du Palais se joint à moi pour vous souhaiter un excellent forum. Merci. Merci, Mme Legault. Merci beaucoup. Alors, c'est à mon tour de vous adresser la parole pour vous expliquer comment vous exprimer. C'est un forum d'échange. On va essayer d'avoir des échanges aujourd'hui, de partager des idées, de confronter parfois des idées. Il y a trois façons pour vous exprimer. La première, c'est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez utiliser le mot-clic Croisillon, Forum FRQ. Croisillon, c'est le mot pour le dièse en français. Vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Donc, Croisillon, Forum FRQ sur les réseaux sociaux, première façon de s'exprimer. Deuxième façon de s'exprimer, c'est en personne avec... Là, on sort un peu de notre zone de confort. J'ai un cube ici. C'est un micro dans un cube en mousse. Je peux vous le lancer. Vous pouvez vous exprimer. Ça accélère le processus pour parler, pour pouvoir prendre la parole. Je vous demande une chose pour le tester, pour s'assurer que ça marche bien avec la technique derrière. En un mot, ce que vous inspire la recherche fondamentale là, présentement. Là, je le sais que vous demandez comme chercheur de vous limiter à un mot, ça peut être difficile. Un mot, la première chose qui vous vient en tête, on passe le cube à quelqu'un d'autre par la suite, on fait 6-7 personnes comme ça. Est-ce que ça vous va? Je vois quelqu'un qui a hoché de la tête subtilement. Je pense que ça, on va y aller comme ça, on l'essaie. Ça vous va? Merci, monsieur, à l'avant. Je commence avec Stéphanie. Utile. Utile, parfait. On enchaîne avec quelqu'un d'autre. Non. Tu peux me le renvoyer. Omar, à l'avant. Découvert. Découvert, parfait. On envoie ici. Merci, Omar. C'est mes années de balle, ça va servir. Et voilà. Bravo, on l'a attrapé. Curiosité. Curiosité, parfait. Peut-être des gens là-bas, derrière. Je vois Benoît qui sourit. Je pense que Benoît aimerait dire un mot. Audace. Audace, parfait. On est quand même dans les mots positifs. Hein? C'est rassurant d'une certaine façon, oui. Incertitude. Incertitude, c'est intéressant, ça a plein de niveaux d'ailleurs. Quelqu'un d'autre à la table qui voudrait s'exprimer, on prend une dernière personne. Allez-y. Je veux dire risque. Risque, intéressant, vous pouvez me le lancer. Yves qui fait le relais. Merci beaucoup, M. Gingras. Mais on peut vous applaudir, merci. Merci beaucoup. Donc, on pourra utiliser ce micro-cube-là tout au long de la présentation pour vous donner la parole. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous voulez réagir. Levez la main, on vous donnera la parole avec le micro-cube du Festival Eureka. Troisième façon de vous donner la parole, on a également les questions quiz FRQ. Vous avez à vos tables une feuille. Il y a des codes QR. Vous pouvez les numériser. Allez numériser tout de suite avec vos téléphones la question numéro 1. Question numéro 1. L'autre option,
c'est d'aller sur le mentimeter.com, M-E-N-T-I, meter.com, et vous entrez le code qui est également à côté du code QR. Donc, c'est les deux options pour y aller. Je vous laisse 2-3 minutes pour vous rendre. Puis pendant ce temps-là, on va tester le Mentimeter avec des questions étonnantes, improbables. On s'est dit que ce serait une bonne idée de commencer avec les recherches des prix Ig Nobel. Des recherches qui font rire pour détendre l'atmosphère un peu en commençant et qui font par la suite, on l'espère, réfléchir. Alors, ça a été suggéré par notre comité du lundi des II, une soirée en humour et en sciences. Mme Julie Dirouimer et le professeur Normand Voyer nous ont suggéré les questions qui apparaissent à l'écran. Vous la voyez déjà. Laquelle de ces publications scientifiques n'est pas une vraie publication scientifique? Et vous allez me permettre de me rapprocher pour pouvoir lire les questions, les choix de réponse. Vous les avez sur vos téléphones de toute façon. Donc, laquelle de ces publications scientifiques n'est pas une vraie publication? Préférence en matière d'excréments du bousier Scarabaeus cristatus coleoptera scarabeidae du coët. Est-ce qu'un bousier, c'est une vraie recherche? Est-ce que la qualité nutritionnelle des aliments accumulés entre les coussins et les canapés à usage domestique, une étude comparative sur le continent sud-est asiatique? Est-ce que l'évaluation de l'apport significatif des calories des épisodes de cannibalisme chez les humains du Paléolithique, c'est une vraie recherche? Ou D, est-ce que le rôle des indices auditifs dans la modulation de la perception du caractère frais et croustillant des chips de pommes de terre est une vraie recherche? Alors, trouvez l'intrus. Qu'est-ce qui n'est pas une vraie recherche là-dedans? Vous avez un petit instant pour y réfléchir. Je vois que les réponses ont déjà pas mal commencé à entrer. Une majorité de gens doutent de la réponse B. Et je vous laisse quelques secondes encore pour lire les questions et réfléchir. Un petit 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. La fin du vote et roulement de tambour, mesdames et messieurs. La bonne réponse est B. Effectivement, bravo, la majorité d'entre vous l'avez trouvé. Vous pouvez vous applaudir, beau travail. Bravo. Je pense que vous avez compris le principe. On peut peut-être enchaîner tout de suite avec la suite. On va passer par-dessus la deuxième question si ça vous convient. Je pense que vous avez bien compris le principe de notre quiz. On vous donnera la parole tout au long de cette journée de forum d'échange. On est bien réchauffé. Alors, voilà, le but de la journée est de faire des recommandations à notre scientifique en chef. Aussi éclatées peuvent-elles être, comme on vient de le voir avec les recherches Ig Nobel. Mais je pense que ce serait important, pour commencer, de définir la recherche fondamentale avant de s'interroger à son sujet et sur son financement. Et qui de mieux pour ça que M. Yves Gingras, que j'invite à l'avant. Yves, merci, on peut l'applaudir aussi. Professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et en sociologie des sciences à l'UQAM. Merci d'être là avec nous. Vous êtes également prof à l'UQAM depuis 1986, année de votre arrivée au Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Puis on vous entend évidemment et régulièrement dans les médias, notamment aux Années-Lumière, ici Première. Avant de m'adresser, qu'on tombe dans le vif du sujet, Yves, j'aurais peut-être une petite question. On va y aller avec une deuxième petite question. Une deuxième petite question qui va apparaître à l'écran. On me fait signe derrière. Oui. Ah oui, le micro. Est-ce que le micro fonctionne? Je ne sais pas. Ah, c'est là le micro, voilà. Je ne sais pas. Il fonctionne? Il fonctionne. Maintenant, on le sait. Question pour notre public, Yves, qui est... je suis de la recherche fondamentale, je pense en tout cas. Je travaille sur les vaccins et les antiviraux, mais je me demande, est-ce que c'est vraiment tout ça, la recherche sur les vaccins et les antiviraux, de la science fondamentale ou de la science appliquée? Alors, c'est notre troisième question Mentimeter. Vous pouvez aller scanner la troisième question sur vos codes QR qui sont à vos places ou entrer le code 8298-4265 qui est à votre place sur mentimeter.com. Donc, vous pouvez scanner les codes QR qui sont à vos places. Question numéro 3. Est-ce que les vaccins, c'est de la science? Les vaccins et les antiviraux, c'est de la science fondamentale, de la science appliquée. Je suis curieux de vous entendre. Et on va venir tout démêler ça par la suite, évidemment.
c'est assez égal pour l'instant. On viendra valider tout ça après. Je vous laisse un petit 10 secondes pour y répondre encore, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps. Et 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On a un petit peu plus de gens qui pensent que les vaccins et les antiviraux, c'est de la science appliquée. Certains qui pensent que c'est de la science fondamentale. Ça doit dépendre de la définition, M. Gingras. Alors, allons-y tout de suite. Comment est-ce qu'on définit la recherche fondamentale, M. Gingras? Ça a l'air d'une question niaiseuse, mais je pense que c'est fondamental. C'est vraiment important. C'est le cas de le dire, c'est fondamental. Et donc, d'abord, il faut distinguer, et j'ai vu qu'on n'a pas fait cette distinction-là actuellement, on ne l'a pas fait à l'ONU non plus. Il faut distinguer la science de la recherche. La science, c'est les connaissances. On a une science, ça veut dire qu'on a accumulé un certain nombre de connaissances. Ouais. La recherche, c'est l'action. C'est ce qu'on est en train de faire parce qu'on pose des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Si on avait une réponse, ça relève de la science. Par exemple, la mécanique de Newton, c'est la science, ce n'est pas de la recherche. On connaît ça. Les équations de Navier-Stokes, la mécanique des fluides, c'est la base de toute l'hydrodynamique. C'est la science stabilisée qui nous sert justement à construire des turbines, à construire toutes sortes d'affaires. C'est la science. Donc, quand on dit, qu'est-ce que la recherche fondamentale? Donc, déjà, quand on lit l'ONU, qu'on a mentionné, la science fondamentale pour le développement durable, il y a 2 erreurs dans ça. C'est un langage, on y reviendra, orwellien, qui est une novlangue, qui dit des choses et son contraire simultanément, le genre de cercle carré qu'on rencontre de plus en plus souvent. Donc, clarifions les choses. Qu'est-ce que la recherche fondamentale? Si on regarde d'un point de vue historique un peu, on s'aperçoit que cette idée-là a cherché son mot. Comment cette idée qui est dans notre cerveau, comment la nommer? Et donc, c'est assez intéressant. On voit qu'on a parlé à compter du début du 19e siècle de la science pure. Donc, il y avait cette idée d'une pureté de la science, de la recherche pure. On a parlé de recherche désintéressée. On a parlé de recherche fondamentale, de recherche libre, de recherche non dirigée. Donc, on voit qu'on cherche à nommer une idée en utilisant différents mots. Mais on peut aussi être beaucoup plus opérationnel. Moi, vous savez, je suis aussi directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies. Donc, on mesure la science. Donc, pour mesurer la science, pour mesurer les activités scientifiques, il faut des définitions opérationnelles. Donc, si on veut s'entendre, il faut que les mots aient un sens précis. C'est quand les mots n'ont pas un sens précis qu'ils servent à la manipulation et au langage orwellien dont je viens de parler. Donc, si on cherche la définition de la recherche fondamentale, il y a un manuel, ça s'appelle le manuel de Frascati, qui a été mis au point par l'OCDE en 1963, qui en est aujourd'hui en 2015 à la 15e édition, j'oublie le détail, et qui définit les termes. Donc, voici la définition de la recherche fondamentale dans les manuels de statistiques. Donc, pourquoi c'est fondamental? C'est quand vous regardez des statistiques internationales qui vous disent que tant de milliards ou de pourcentage en recherche fondamentale, ça correspond à une définition qui est celle du manuel de Frascati, qui doit être appliquée par tous les États lorsqu'elles divisent ces montants en recherche fondamentale, recherche appliquée et l'autre qui s'appelle, il y a un troisième, non, j'oublie, mais on va se contenter de recherche fondamentale. Donc, la recherche fondamentale est définie comme suit dans le manuel de Frascati. Ça consiste en travaux de recherche expérimentaux ou théoriques, entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. Ça ne sert à rien, finalement. Le mot-clé, c'est donc, et là je vais mettre dans mes mots, mais c'est la même chose, qui est une recherche faite pour comprendre sans se demander si cela va servir à quelque chose. Et on peut donner des millions d'exemples de recherches qui étaient faites parce que ça répondait à la question de tout enfant, pourquoi? Et quand on dit pourquoi, OK, pourquoi il pleut? Pourquoi il y a des nuages? Pourquoi? On veut comprendre. Donc, la recherche fondamentale, c'est pour comprendre. Après, si le hasard tombe bien, ça va peut-être être utile. Mais ce n'est pas ça, la recherche fondamentale. Si on ne veut pas être orwellien, c'est de la recherche qui est entreprise pour répondre à des questions, pas pour résoudre des problèmes empiriques ou de santé ou de guerre mondiale. Ce n'est pas ça son but. Donc, il faut une autre définition qui est la recherche appliquée. Et donc, elle est définie comme dirigée
principalement vers un but ou un objectif pratique déterminé. Tu dis, je veux un vaccin contre la COVID-19. On sait comment marchent les vaccins. Comme Rémi vient de le dire, l'ARN, alors que la mode des années 80, je vous le rappelle, c'était l'ADN. Tout le monde rêvait du génome humain qu'on a eu en l'an 2000. Il y avait une minorité de gens qui disaient, ben moi, je travaille sur l'ARN. C'était pas la mode. Si on dit l'ARN, on s'en fout, c'est l'ADN. Mais ceux qui ont travaillé sur l'ARN, pour comprendre comment ça marche, l'ARN messager, etc., c'est eux qui ont fait les connaissances qui, ensuite, quand on a dit, on a un problème, c'est le COVID. Là, on dit, OK, qu'est-ce qu'on a comme science? On a science de l'ARN et on peut faire des vaccins avec ça. Donc, du point de vue, à mon avis, de Frascati, les milliards pour mettre au point le vaccin contre le COVID, c'est évidemment de la recherche appliquée. La preuve, c'est qu'après un an. En recherche fondamentale, ça peut prendre 50 ans ou 100 ans ou jamais trouver réponse. Hein? Donc ça, c'est la recherche fondamentale. Et finalement, il y a ce qu'on appelle le développement expérimental, ça vient de me rappeler. Et là, c'est des activités où le mot recherche n'apparaît même pas. C'est des activités qu'on sait qui vont aboutir à un produit. Dans l'industrie privée, on se donne un échantillon de 3 à 5 ans. Après, on sait que c'est trop tard parce que la compagnie va être en faillite. Donc, recherche fondamentale, c'est sans se demander si cela va servir à quelque chose, sans envisager une application particulière. C'est la définition opérationnelle. Donc, moi, c'est ça que j'entends par ça. Et ceux qui là, mettent un pour à côté, la recherche fondamentale pour, c'est Orwell. ça devient de la recherche appliquée à ce moment-là, si on veut. C'est de la recherche. C'est pas de la recherche fondamentale. Il y a une autre étape, vous. parce que là, on commence avec les généralités, puis on va préciser un peu. Il y a, on pourrait dire aussi, ça c'est très important, une recherche fondamentale orientée. Parce que tu peux dire, la recherche fondamentale, c'est sans application, mais tu peux dire, oui, mais il n'y a personne qui travaille à comprendre un phénomène bizarroïde qui intéressait personne longtemps, disons, l'origine des galaxies. Disons, j'invente un cas qui est fou. Là, on peut dire, OK, nous, on pense que c'est important de comprendre l'origine des galaxies, donc je fais un programme stratégique, qui est la recherche fondamentale. Mais sur ça, je veux comprendre ça. Donc, c'est fondamental, mais orienté dans ce domaine-là, parce que de la recherche fondamentale, c'est juste qu'elle ne répond pas à un besoin. Mais ça ne veut pas dire que toutes les questions fondamentales sont posées. Voyez-vous, c'est des nuances très importantes, là, et la recherche fondamentale dans tous les domaines. Mais dans la réalité, on n'étudie pas tous les domaines. Il y a des domaines à la mode. L'ADN des années 2000. L'ARN n'était pas à la mode, mais il y avait des recherches fondamentales à faire. Et là, une bonne politique scientifique, pour Rémi qui va nous écouter, c'est une politique qui distingue les programmes et qui dit, OK, il y a un gros trou béant d'un domaine sur lequel on ne connaît rien, on va mettre de l'argent là-dedans pendant 10, 15, 20 ans, puis on va connaître des choses. Mais ce n'est pas pour appliquer, parce que ça ne s'appliquera peut-être pas, ou ça va s'appliquer très vite. C'est le cas de l'ARN. Là, on parle tous de l'ARN. Mais rappelez-vous, la femme qui a travaillé là-dessus, elle dit, moi, pendant 15 ans, j'avais de la misère à avoir des subventions, tout le monde travaillait sur l'ADN, j'étais dans mon coin. Donc, il ne faut pas oublier, c'est fondamental de garder la bonne définition de recherche fondamentale. Ouais, juste moi, j'étais dans le domaine de la vaccination il y a une douzaine d'années, puis on travaillait dans un laboratoire avec de l'ARN messager, puis c'était même pas envisageable d'utiliser ça dans un vaccin il n'y a pas si longtemps que ça. Comme quoi, est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser un peu plus la recherche fondamentale que ce qu'on fait maintenant? La vraie recherche fondamentale, c'est qu'il n'y a pas d'orientation, pas de thématique imposée. Effectivement. Donc, il ne faut pas... La question n'est pas de prioriser, parce que je pense que ce n'est pas ça le problème. La question, c'est d'avoir une cartographie correcte de la diversité des problèmes qu'on a réglés. Moi, j'étais sur le conseil d'administration du CRSH pendant 6 ans, et on a une vision claire d'un programme stratégique. On s'est aperçu que dans tel domaine, par exemple au CRSNG, après la crise du pétrole en 1979, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de recherche sur les éoliennes, non plus sur l'énergie solaire. Donc, le CRSNG a dit, on fait un programme stratégique là-dessus. Tu peux faire de la recherche fondamentale sur l'énergie solaire en disant, moi, j'ai un microbe, puis mon microbe, j'y fais manger du pétrole, mais peut-être que je peux éduquer mon pétrole, pas mon pétrole, mais je peux peut-être éduquer mon microbe à produire de l'énergie solaire. Peut-être ça va marcher, peut-être ça ne marchera pas. Là, il y a eu une augmentation des publications en énergie solaire suite au programme stratégique. Mais qui était sur une durée limitée. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que ça devient admis dans tous les comités, que c'est taken for granted. Maintenant, on accepte de le faire partout. Donc, ce n'est pas une question de prioriser, c'est d'avoir
un équilibre, et c'est ce que Rémi vient de dire, il nous dit, je ne vais pas vérifier, on va le croire pour une fois, que 80 des budgets des FRQ sont sur la recherche fondamentale. Donc là, justement, il nous dit, OK, on a ça, puis d'autres, c'est sur des thèmes qui sont importants. Ça, c'est la recherche stratégique. Il faut étudier les raisons sociales de la pauvreté. Et ça, il y a des travaux fondamentaux qui ont été faits dans les années 30 pendant longtemps, qui a donné, par exemple, rappelez-vous, la création des CPE au Québec. Les CPE, les centres de la petite enfance, c'est le produit de théories sociologiques qui ont bien montré que le capital culturel, c'est crucial pour la réussite. Mais le capital culturel, ça s'acquiert au début, avant, à la maison. Donc, dans les maisons dépourvues de capital culturel, peu éduquées, qui n'ont pas de livres, il fallait les sortir au plus vite et les mettre dans des garderies. On ne l'a pas dit aussi directement que je l'ai dit, mais c'est ça la théorie sociale derrière les CPE. C'était la recherche qu'on trouvait peut-être abstraite, surtout en sciences sociales, mais qui était très concrète pour montrer que la probabilité de réussite et les reproductions sociales sont liées à l'éducation. Et donc, plus l'éducation commence jeune, plus les gens ont vu des livres, plus il y a des chances qu'ils les lisent et plus il y a des chances qu'ils réussissent. Ça, c'est des théories sociologiques qui sont incarnées dans les CPE. Donc, oui, il faut un programme diversifié, mais sans oublier que le fondamental, c'est le fondamental. Là, ce qu'on est en train de faire à l'ONU, mais qui est une organisation qui, à mon avis, n'a aucune crédibilité, soyons clairs, hein, parce qu'à l'ONU, la Commission des droits de la personne de l'ONU a l'Arabie saoudite comme membre. Si ça ne vous convainc pas que c'est une connerie, ça devrait suffire. On peut donc, comprendre qu'il y a des défauts à l'ONU à tout le monde. Il y a un problème. Okay. Donc, il faut que ça soit clair. La recherche fondamentale, on a une question et on n'a pas la réponse. On va peut-être trouver la réponse en 2 ans, mais peut-être qu'on ne la trouvera pas. En fusion nucléaire, là, il y a des questions qui ont été posées dans les années 80 et dont on a trouvé la réponse dans les années 2000. Ça a pris 20 ans. Mais on l'a trouvé. Puis il y a eu un Nobel, parce qu'effectivement, il a trouvé la réponse. Donc, on ne sait pas trop. C'est risqué. D'ailleurs, c'est un terme qui a été utilisé. C'est incertain, c'est l'incertitude et c'est le risque. Ça prend le temps que ça prend à vouloir accélérer les choses. On n'ira pas nécessairement plus vite. Je me demandais aussi sur les défis et les menaces de la recherche fondamentale. On a déjà abordé un peu l'idée de l'orientation. Est-ce qu'à votre avis, quelles sont les principales menaces par rapport à la recherche fondamentale? Toujours dans l'idée de faire des recommandations pour le scientifique en chef. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on en croit Rémi, ici, heureusement encore, on croit à la recherche fondamentale. Je ne crois pas qu'il y ait un problème d'image. Il y a toujours une lutte, puis c'est normal, que les élus veulent des résultats à court terme. Hein, ça a toujours été comme ça ne changera pas. Donc, il faut, nous, par des organisations comme l'ACFAS, par exemple, qui est le porte-parole de la communauté scientifique au Québec, c'est de dire, nous, on fait la promotion de la recherche fondamentale. On n'est pas contre les programmes stratégiques, mais on veut cet équilibre, une tension essentielle entre la diversité des portefeuilles. Hein? Même en économie, c'est pareil. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, peut-être pas une bonne idée à la bourse actuellement de tout mettre dans un seul panier comme Twitter, par exemple. Peut-être pas une bonne idée. Okay? Donc, c'est peut-être pas le meilleur panier où mettre ses œufs présentement, en tout cas. Et donc, le danger, au fond, je pense qu'il est toujours réel, mais c'est au fond lié aux élections. Hein? Rappelez-vous, quand Peur a été élu, on a vu un certain nombre de problèmes de liberté des chercheurs au niveau fédéral. Trudeau est élu, il a été plus généreux au début, et là, je vous prédis que sa générosité, c'est fini parce qu'il y a des déficits énormes. Donc, attendez-vous pas à des milliards d'investissements, bien qu'il va vous dire que la recherche fondamentale est importante. Donc, je ne pense pas que c'est un problème réel, ça. Le danger gouvernemental, il fluctue, et nous, il faut défendre ça. On a une scientifique en chef au Canada, on a un scientifique en chef au Québec qui doit porter ce discours-là, qui vient d'être fait, d'ailleurs, très bien par Rémi, et je pense que ce n'est pas un enjeu, je dirais, fondamental. Abordons là quand même la question du financement en recherche, si vous me permettez, qui est un peu le nerf de la guerre, finalement, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on devrait investir plus en recherche fondamentale, mettre plus de sous, ou finalement, il faut en mettre un peu partout? C'est un peu ce que vous venez de nous dire. Ouais. Là, ce que je vais dire va peut-être être surprenant. D'ailleurs, au début, on a dit que si on est présent dans la salle, on va être filmé, donc il faut accepter. On aurait peut-être dû mettre aussi un autre traumavertissement, de dire qu'on va peut-être entendre des choses qui nous déplaisent. Hein? Parce qu'à ce temps, maintenant, il faut toujours avertir. On est là pour discuter et échanger. Donc, il y a un traumavertissement, on ne sera peut-être pas d'accord avec ce qui va être dit. C'est le système de la recherche, c'est le seul système économique structurel qui est sans fin. Contrairement à une industrie qu'on a beau dire double demain le nombre d'autos, elle ne pourra pas, parce que c'est structurellement contraint. Même si on lui donne les millions pour dire « fais des autos », on va dire « je ne peux pas ». La science, si on lui donne plus d'argent, elle va avoir plus de doctorants, plus de postdoctorants. Donc, c'est un système
ouvert, sans fin. C'est ce qui fait qu'on dit toujours qu'il n'y a jamais assez d'argent. Donc, on ne peut pas être contre ça. Mais il faut être conscient que ce n'est pas réaliste de penser qu'on va l'augmenter. Donc, il faut juste s'assurer que les budgets qui sont là augmentent, pas au coût de l'inflation ordinaire, mais au coût de l'inflation scientifique. Hein, parce que l'inflation des instruments scientifiques n'est pas la même que l'inflation des œufs et du bacon. C'est une inflation qui coûte beaucoup plus. Fait que quand on compare les taux d'inflation, on sous-estime l'inflation de la recherche parce que les instruments scientifiques ont un coût d'augmentation plus élevé en général en termes de statistiques. Là, okay? Donc, je dirais que ce n'est pas ça qui est le problème. Si vous dites, c'est quoi le problème? Oui. Quel est le problème? Le problème actuel, depuis 5 ans, puis j'ai un texte qui vient de paraître tout récemment dans la revue qui s'appelle Journal of Controversial Ideas, donc la revue des idées controversées. Et c'est un texte sur la moralisation de la science. Le problème actuel qu'on observe, c'est qu'on a tendance à déraper vers des objectifs précis qui est de dire, moi, ma mission, c'est de faire avancer la recherche fondamentale. C'est de faire avancer la recherche aussi dans le domaine prioritaire. Mais ce n'est pas de faire avancer la morale sociale. Ça, c'est la fonction des gouvernements. Donc, on a tendance aujourd'hui à demander aux chercheurs qui, en plus de faire sa recherche fondamentale, qui soit équitable, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui soit ouvert à la diversité et qui soit inclusif. Mais c'est un chercheur, ce n'est pas un fonctionnaire, ce n'est pas un directeur de labo qui engage des chercheurs. Lui qui engage des chercheurs, il doit dire, bien, si j'ai un beau labo, plus il y a des personnes différentes, plus il y a des idées différentes. Lui, c'est sa mission. Mais demander à des étudiants de doctorat, comme c'est le cas actuellement au fédéral et au Québec, de nous expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire pour être EDI ou pour être équitable, là, on applique des critères non académiques, des critères moraux avec lesquels on peut être en d'accord. On est tous pour la tarte aux pommes. Mais ce n'est pas ma fonction, quand je fais une recherche sur les exoplanètes, de m'occuper de la tarte aux pommes. Donc là, on a une confusion dans les programmes de recherche fondamentaux à des critères non académiques et moraux. Puis les critères moraux, vous savez que ça varie d'une société à l'autre. L'ONU le sait très bien. Quels devraient être les leviers qu'on utilise pour encourager, on n'est pas contre la tarte aux pommes, mais pour encourager l'équité, la diversité, l'inclusion, le développement durable, au lieu de que ce soit dans les demandes de subventions, comment on devrait encourager? Historiquement, c'est très simple. Au niveau fédéral, j'ai été sur des conseils. Quand on voit des domaines sous-développés ou des personnes qui n'avaient pas accès, on a créé des bourses ciblées. Dans les années 80 jusqu'aux années 2000, on a insisté beaucoup sur l'importance des femmes en sciences. Maintenant, si vous regardez les statistiques de 2020, sont 62 en sciences humaines, sont 60 et quelques, j'ai oublié le chiffre, en sciences de la santé, sont 41 en sciences de la nature, mais sont 27 en génie. Fait que ça, on dit, OK, on va créer un programme de bourse. Mais ça ne pose aucun problème. C'est un problème de bourse. Mais quand on demande à moi de dire, ben, je dis, moi, j'ai rien à faire. Moi, je fais une thèse de doctorat sur les exoplanètes. Qu'est-ce que vous me cassez les oreilles? Là? Donc là, il y a une surprenante erreur structurelle de politique qui confond les choses différentes. C'est comme l'ONU qui dit, il faut que ça soit la science fondamentale. Et là, c'est intéressant parce qu'il parle de science fondamentale. Je lui ai dit que la science, ce n'est pas la recherche. Qu'est-ce qu'une science fondamentale? J'avoue que je ne le sais pas. Une science, c'est un savoir connu. Donc, les équations de Newton, les équations d'Einstein, c'est-tu fondamental ou non? Bien, c'est appliqué. Hein. Vous savez que les équations de la relativité d'Einstein sont appliquées dans les GPS. Parce que la précision que demandent les GPS pour la position sur Terre, étant donné que ça tourne autour de la Terre, c'est des mouvements relatifs, donc il y a la théorie de la relativité générale, et que le champ gravitationnel à la surface de la Terre n'est pas le même que celui des satellites. Ça, c'est la théorie d'Einstein. C'est une théorie qui est la théorie de l'univers actuellement. Elle est appliquée dans les GPS. Donc, quand ils disent les sciences fondamentales pour le développement durable, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Puis là, ils nous disent les 17 ODD. Qui peut me dire ici lesquels sont ces ODD? On me dit, Gingras, il faut que tu fasses la recherche pour le développement durable. Ah bon? C'est quoi le développement durable? Si quelqu'un veut me l'expliquer, je suis très ouvert de l'entendre. Moi, je ne sais pas c'est quoi. On a un 5 à 7 pour ça tout à l'heure, si jamais vous voulez poser vos questions. Vous me direz c'est quoi. Fait qu'on dit, Gingras, ta recherche cherche-tu les ODD? Là, j'ai fait la liste. J'ai dit, c'est quoi ça? 1. Pas de pauvreté. Non, ma recherche ne serait pas à pauvreté. Fin zéro. Ah bon? Non plus. Bonne santé et bien-être. Je ne suis pas en biologie. Je ne suis pas en ergothérapie. Je suis en astrophysique.
Éducation de qualité, bien ça, c'est pour les profs d'école primaire, c'est pas à moi. Eau propre et assainissement, ça, c'est du génie hydraulique classique. On envoie les firmes Lavalin dans le Nord. On lui dit de creuser un puits assez creux pour qu'ils trouvent de l'eau, puis les gens auront de l'eau propre. C'est pas de la recherche qui est pour le développement. J'arrête là. Ville et consommation, ville et communauté durable. C'est tous des rêves déconnectés de la réalité. Et on demande aux étudiants de doctorat et aux chercheurs de dire en quoi ça sert les ODD. C'est assez surréaliste. Et si vous dites que ça ne sert pas, vous devez dire pourquoi. Fait que là, moi, je suis obligé d'expliquer. Ah, je m'excuse, mais mes travaux sur les exoplanètes à l'Université de Montréal, qui sont dans Nature, on est bien content, je suis obligé de m'excuser de dire ça ne sert pas l'appel à la justice et les institutions efficaces. Puis ça ne sert pas la vie aquatique, puis ça ne sert pas la lutte contre les changements climatiques, je m'en excuse. On demande de s'excuser. C'est pas le mot, c'est écrit expliquer. Non, c'est écrit justifier. Se justifier, en bon français, c'est s'excuser. Fait qu'on demande aux chercheurs fondamentaux de répondre aux ODD. Ça, c'est dans les formulaires actuels. Je ne l'invente pas. Puis si vous avez des doutes, je vous citerai ce que les étudiants écrivent là-dessus. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. Il faut dire, j'ai des objectifs, ça s'appelle le programme. J'ai un programme pour diminuer la pauvreté à Montréal. Bien, les chercheurs en sciences humaines, en psychologie, appliqueront. C'est correct. Mais demandons pas au programme de recherche fondamentale de répondre à des questions qui sont externes à ces programmes-là. Ne demandons surtout pas si la fin de semaine, j'aide ma grand-mère dans un CHSLD. Ça relève de la vie privée. Ça ne relève pas de savoir si je mérite une bourse en chimie organique ou en traduction d'un texte latin du 17e siècle. J'aimerais ça qu'on poursuive avec... on parlait de mots avec des définitions un peu floues. On va revenir un petit peu en arrière en terminant, ou presque parce que le temps file. On a parlé on parle beaucoup des buzzwords en sciences. Je sais qu'il y a des mots que vous aimez beaucoup, M. Gingras. Je pense à Big Data, je pense à intelligence artificielle. Ça, c'est un de vos préférés, je pense. Ouais. Médecine personnalisée, on pourra en nommer un paquet. L'agilité. Peut-être un mot là-dessus sur les buzzwords. Est-ce que c'est inévitable ou puis, à quel point j'ai envie de dire c'est une plaie, à votre avis? Bien, vous entendez, c'est inévitable du point de vue de la sociologie de la communication, parce que c'est à travers ces buzzwords-là qu'on attire l'attention. Mais du point de vue de la recherche rigoureuse, de la pensée rigoureuse, c'est un obstacle à la connaissance et c'est un langage de plus en plus orwellien. C'est de la novlangue. L'exemple rappelez-vous les années 80, le ministre de la Santé il disait « Je veux implanter le système Toyota ». À l'époque, on parlait du système Toyota. Après, on a parlé quoi? Just in time. Donc, c'est toutes des buzzwords. Tu dis, mais comment ça marche? Donc, ça ne marchait pas. OK? Et là, on a parlé des années 80 à 2000, l'excellence. Tous les organismes voulaient, nos recteurs, on vise l'excellence. J'avais prédit, ça vient d'arriver, il y a l'excellence qui dure depuis 30 ans. Ça, c'est le cerveau gauche. Il faut être excellent. Là, depuis 5 ans, on a quoi? Inclusion. EDI. Bien là, je vous dis, OK, l'excellence puis l'inclusion. Que veut dire le mot excellence? Il veut dire le mot exclusion. Si j'ai choisi les excellents, c'est que j'en ai sûrement exclu. Là, on a l'inclusion. Là, il y en a une couple de grands penseurs qui ont dit « Oh, Christ, on est dans la merde. » Il a inventé l'excellence inclusive. J'avoue, je ne l'invente pas. Allez lire le document du CRSH. L'excellence inclusive. Mais ça, en gros, ça ressemble à un cercle carré. Donc, c'est des buzzwords qui nous empêchent de penser. Au lieu de dire « On veut être inclusif. » OK, comment? On fait une demande de bourse, on donne un programme ciblé à des personnes précises, ça, on sait ce que ça veut dire. Donc, il faut sortir des buzzwords pour penser. Et aussi, les buzzwords, c'est la peur de dire les choses telles qu'elles sont. Avant, on disait, on veut de la flexibilité. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. Flexible, c'est avoir un peu s'ajuster, s'adapter. Comme moi, par contre, je suis quelqu'un de flexible. Maintenant, on dit, non, Gingras. On parle, il faut être agile. Je dis, pardon? Ah, il faut des structures qui sont agiles. Agile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, agile. Hein? Mais on sait ce qu'il y a derrière agile. Agile, c'est scrapez-moi les syndicats, scrapez-moi les conventions, scrapez-moi les contraintes, laissez-moi faire ce que je veux. Quand j'écoute ceux qui disent qu'ils veulent être agiles, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils veulent rapidement, sans contrainte. Ça, c'est Elon Musk. Lui, il est agile. En 24 heures, il a crissé tout le monde dehors. C'est réglé. Donc, il faut avoir un esprit critique. Vous dites, pourquoi il y a un nouveau mot? Pourquoi agile? Avant, on disait flexible. Moi, je suis pour que les programmes soient flexibles. Hein? On adapte à la marge. On dit, oui, il est arrivé 2 minutes en retard. C'est pas grave. On le prend. Ah, on ne dit plus ça, flexible. On dit agile.
Demandez-vous pourquoi les buzzwords changent. C'est un beau programme de maîtrise en sociologie de l'argumentation et de la rhétorique. Mais il faut aller derrière les mots. Intelligence artificielle. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est des algorithmes. Ça, il faut les écrire. Ils ont un fonctionnement précis, mais il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Hein? C'est une intelligence apparente. Ça a l'air intelligent. Quand tu grattes, c'est niaiseux. C'est des codes. Donc, ça s'appelle des algorithmes. Mais si vous utilisez le mot algorithme, il n'y a plus de magie. Mais quand on dit intelligence artificielle, elles sont intelligents, l'ordinateur est intelligent. On a même parlé des villes intelligentes. Ah bon, des villes intelligentes? Je dis, moi, je croirais aux villes intelligentes quand on aura d'abord des maires intelligents. Oh. Non, je m'excuse, mais un maire intelligent, c'est une phrase qui est bien définie parce qu'une personne est intelligente. Une ville est intelligente, c'est une connerie, ça. Donc, je suis contre les buzzwords qui nous empêchent de penser. Mais justement, le temps file, puis si jamais il y a des gens qui veulent réagir, commenter, poser des questions, on va peut-être se garder un petit 5 minutes, j'arrive à vos questions. Tiens, allons-y tout de suite avant de terminer. Il y a des gens qui veulent réagir. Voilà, je vous donne la parole avec votre super micro Cube Eureka. 1, 2, 3. Bravo, félicitations, vous avez attrapé. Vous pouvez vous nommer, poser votre question. Et un autre mot qui a été beaucoup utilisé, c'est innovation. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce mot? Mais là, vous avez peut-être lu, j'ai écrit un certain nombre de textes justement sur l'innovation. Et j'ai écrit un texte qui donnait la liste, moi, je n'ai pas de mémoire, j'ai oublié, mais de tous les dérives. On disait innovation culturelle, innovation sociale, innovation verte. J'ai même vu innovation durable, croyez-le ou non. Mais innovation durable, c'est un cercle carré. Innover, c'est changer. Innover durablement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Donc, innovation, c'est le mot à la mode. Il faut innover. Moi, j'ai fait une conférence, sans hasard, vous dites ça, si c'est filmé, ça s'intéresse, j'ai fait une conférence à Bordeaux, c'est un colloque sur l'innovation. On dit, M. Gingras, on veut que vous fassiez une conférence sur l'innovation. Je dis, non. Je dis, OK, d'abord. Fait que là, j'ai intitulé ça, Pourquoi innover? Parce qu'on dit, comment, pourquoi innover, ça va de soi? Il faut innover. Moi, je dis, non. Quand est-ce qu'il faut innover? Il faut innover quand on a un nouveau problème. Exemple, on va depuis 1961 à peu près, autour de la Terre à 350 km. Les Russes font ça avec la fusée Soyouz depuis la même en 2022 qu'en 1961. Ils ne sont pas très innovateurs, hein? Sauf que pour aller à 350 km, ça fait un job. Et d'ailleurs, les Américains, eux autres, innovent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Mercury avec la fusée Atlas. 5 ans après, ils l'ont scrappé. Ils ont fait la fusée Delta avec Gemini. Après, ils l'ont scrappé. Ils ont fait la fusée Saturne 1B. Après ça, Saturne 5. Puis là, il y a Orion. Pour aller où? À la même place. Ça nous a sauté d'en face. Qu'est-ce qu'ils font? En secret. Pas en secret, on le sait, mais ils ne s'en vendent pas depuis 10 ans. Ils payent les Russes. Pas plus tard que dans la guerre actuelle, il y a des Américains qui ont monté dans la fusée russe, qui tournent en terre autour de la Terre. Très innovateurs. Ils tournent là depuis des années. Ça ne sert à rien. Ils tournent en terre. Donc, innover, il faut dire pourquoi je dois innover. Est-ce que j'ai un problème qui demande une solution qui n'est pas là? On ne dit jamais ça. Donc, je vais expliquer que les Russes n'innovaient pas beaucoup, mais ils faisaient la job. Et là, les Américains innovent à tous les 10 ans pour rien, parce qu'ils tournent au même pour 150 km. Donc, certaines innovations sont irrationnelles et qu'une auto qui fait la job entre 2 km, on ne la change pas à tous les 5 ans, ça, ce n'est pas de l'innovation. Donc, il y a un abus du terme innovation. Innover, c'est être bien. Et dire pourquoi innover, on est mal perçu. C'est pour ça que moi, les gens ne m'aiment pas. Je suis le méchant qui dit pourquoi on fait ça? Bien là, pose pas de question, il n'y a pas pensé, puis on ne veut pas le savoir. On continue à dire innovons. Alors qu'il faut répondre contre l'innovation qui ne sert à rien. Répondons à des problèmes en innovant. C'est un message qui vous est envoyé, qui sera envoyé aux scientifiques en chef. Audrey Morse, oui, si vous voulez des poser votre programmes question innovants. Il nous faut des programmes innovants, maintenant qu'on dit. Des programmes innovants. Ah bon? Pourquoi? Est-ce que les programmes actuels ne sont pas innovants? Ce n'est pas les programmes qui innovent d'ailleurs, c'est les chercheurs. Donc, on a beaucoup de langage orwellien. Je vous suggère 2 lectures. 1984, le roman d'Orwell, si vous ne l'avez pas lu, et l'autre, qui est moins connu, de Victor Klemperer, LTI, la langue du Troisième Reich, qui montre comment, sous le Troisième Reich, les mots ont été changés tranquillement pour amener les gens à penser ce que Orwell décrit très bien dans son roman 1984. De l'importance des définitions. Oui, au démon, en terminant peut-être. En fait, je voulais dire que j'apprécie vraiment beaucoup le fait que le FRQ fasse ce débat-là, parce qu'il y a eu une tribune dans la presse il n'y a pas longtemps sur ce sujet, et le FRQ se questionne et fait ce débat, et je trouve ça vraiment très positif, donc bravo. Je suis en désaccord avec pas mal de choses qui ont été dites, mais je voulais revenir sur la question justement des
des étudiants et du formulaire dans lequel on leur demande de parler de diversité et de parler des ODD. Je suis vraiment en désaccord avec les deux pour des raisons différentes, mais la question de la diversité est quand même super importante, super centrale. C'est aussi une question qui est à définir par les gens issus de la diversité aussi. Et je pense que faire des programmes ciblés, ça a plein de problèmes, en particulier des problèmes de gestion. Avoir 1000 différents programmes, c'est très compliqué à gérer, à la fois pour le FRQ, pour les étudiants. Donc créer un système central dans lequel on peut avoir une composante de diversité qu'on est à même, et on peut en discuter, de savoir comment on va utiliser cette partie-là dans les sciences et dans le génie par rapport à d'autres endroits où il y a par exemple moins de problèmes sur la question du genre. Mais le fait de faire une section sur ça, ça permet vraiment aux étudiants de pouvoir développer de développer en fait les enjeux auxquels ils ont à faire face eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est très important pour eux de développer cette capacité de l'expliquer, d'expliquer quels sont les enjeux, les barrières auxquelles ils ont eu à faire face et de voir comment le FRQ peut être capable de répondre à ces questions-là. Donc moi, je suis vraiment très favorable à ça. Et sur la question de l'ODD, c'est assez similaire. C'est vrai qu'il y a quelques domaines de sciences qui rentrent dans aucune case, et on peut en discuter. Mais en général, avoir un étudiant qui, justement, explique pourquoi ce qu'il fait est innovant dans le contexte de la société dans laquelle on est. Et c'est ça que ça fait. Ça demande aux gens de se positionner par rapport à différents enjeux avec une faculté pour eux de sortir du labo et de réfléchir à quoi ça peut servir. Et moi, ça, je trouve ça super positif et j'ai lu des applications qui me semblent super intéressantes pour aller plus loin que juste mon directeur de thèse m'a dit d'écrire ça. Voilà, c'est tout. Peut-être peut-être réagir en deux mots, puis on va peut-être donner une dernière réaction aussi à l'avant. Allez-y, M. Gingras. OK, en deux mots. Donc là, on vient d'entendre le discours officiel du FRQ. C'est normal, c'est son discours. Il doit se répéter et dire la même chose. Réponse. On vient de dire que c'est bon pour les étudiants qui apprennent à s'expliciter. Il faut apprendre une chose, c'est qu'il existe une chose qui s'appelle la Charte des droits et libertés, qui ne dit pas seulement qu'on a droit de s'exprimer comme je le fais actuellement, mais qu'on a droit de ne pas s'exprimer sur certaines choses. Lorsqu'un fonds de recherche qui a de l'argent public, dans lequel le pauvre étudiant de maîtrise de doctorat est obligé de demander une demande, et qu'on lui dit « tu dois me dire pourquoi », c'est ça qui est écrit là, je ne vois pas ces mots, « tu dois me dire pourquoi », et moi je sais, c'est pour ton bien, écoute-moi, c'est pour ton bien. Tu dois me dire pourquoi, toi, ça ne s'applique pas à toi, les ODD. C'est intéressant à savoir. Ça va t'amener à réfléchir et à t'ouvrir l'esprit. Ça, là, c'est de la condescendance et c'est prendre des étudiants de maîtrise et de doctorat pour des naïfs qui, en dehors de leur recherche, sont incapables de penser par eux-mêmes. Ça, c'est la fonction que les curés avaient dans les années 50 et dont on s'est heureusement débarrassé. OK? Donc, FRQ fera bien ce qu'il veut, mais c'est indéfendable de dire « c'est pour ton bien et je sais mieux que toi ton bien ». Que ça va te servir de nous dire pourquoi ta recherche n'est pas ni ODD ni EDI. Okay? C'est penser à leur place et c'est les nouveaux commissaires du peuple, effectivement, qui veulent le bien malgré les individus qu'on sous-estime. C'est ça ma réponse au FRQ, malgré la langue de bois qu'on vient d'entendre, que c'est bien pour eux, c'est bien qu'ils apprennent la diversité. Je sais c'est quoi la diversité. J'ai fait un texte sur les diversités. De quelle diversité on parle? Diversité géographique, diversité thématique, diversité chronologique. Il y a plein de diversités. Donc, de quelle on parle? Est-ce qu'on parle de diversité raciale? Qu'on le dit, ça s'appelle diversité ethnique, diversité raciale. Donc, arrêtons de jouer sur les mots vagues, puis que de gens qui savent mieux que les autres le bien qui doivent être leur fait. Écoute-moi, c'est pour ton bien que je fais cela. Ça ne marche pas comme ça. Je pense que les fonds de recherche ont bien entendu, compris. On a peut-être une dernière intervention aussi, le temps file, et les discussions pourront se poursuivre pendant la pause, puis le 5 à 7 est un peu là pour ça aussi plus tard. Allez-y. Bien, en fait, je voulais dire que moi, j'ai eu à remplir cette section-là en tant qu'étudiante auparavant et j'ai aussi aidé d'autres étudiants à préparer cette section-là. Et je pense qu'il y a aussi un côté qu'on n'exprime pas qui est intéressant, justement, le côté réflexion. Parce que c'est pas juste dans le travail, la recherche qui doit être faite, mais c'est aussi dans la revue de la littérature. Donc, réviser la littérature qui est diversifiée. Pas juste celle qui a été écrite dans les 5 ans passés. Donc, la diversité, justement, pas juste genre, sexe, mais aussi diversifiée culturelle. Donc, revoir la littérature, pas juste écrit en anglais, mais écrit dans d'autres langues, peut-être. Donc, il y a plusieurs diversités à considérer, mais je pense que c'est un exercice qui est toujours
très intéressant côté intellectuel aussi. Et il y a même des chercheurs qui ont partagé que ça mène à des découvertes, justement d'inclure certaines questions EDU à leurs questions de recherche qu'ils n'avaient pas faites auparavant sans qu'on leur demande d'inclure cette nouvelle section dans les demandes de fonds. Donc, une brève réponse, ça c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, quand on parle des projets de recherche, là on tombe dans la méthodologie de la recherche. Donc, si quelqu'un fait de recherche sur un domaine donné, on dit, bien là, il faut que tu inclues ça. Exemple qui est bien connu. Dans le domaine biomédical, si vous avez un produit pharmaceutique puis vous l'appliquez juste aux gars, bien, c'est quoi ton échantillon? Il n'y a pas de femmes là-dedans ou il n'y a pas des gens qui ont telle propriété physiologique? Ta recherche ne sera pas bonne. Ça, ce n'est pas du EDI au sens qui est en général. Ce n'est pas ça du tout. C'est de la méthodologie qui correspond à la question. Il faut que ton échantillon, c'est comme en sociologie, mon domaine, il faut que ton échantillon soit représentatif. Si tu vas interviewer des gens de Westmont qui te disent ils n'ont jamais vu de pauvres, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pauvres, c'est qu'il n'y a pas de pauvres à Westmont. Donc, EDI, on commence à le généraliser, puis ça, c'est un bel exemple. Il doit lire dans d'autres langues. Bien oui, celui qui fait l'évaluation du projet, il dit, par exemple, dans mon domaine, j'ai lu plein d'articles, il a dit, écoutez, là, il a lu 4 articles dans tel domaine, il y en a 12 qu'il n'a pas lu, ça m'est arrivé tout récemment, des Anglo du Canada qui avaient un article sur les think tanks. Ils écrivent dans leur article en anglais, qu'on m'a soumis heureusement, il n'y a pas de littérature au Canada sur le think tank. J'ai écrit 2 pages en disant, il y a un livre complet en français, il y a un numéro complet de revue en français, il y a 6 articles sur les think tanks canadiens écrits en français. J'ai dit, donc, leur article va à la poubelle. C'est pas du EDI, ça. Ça, c'est de la bonne recherche. Donc là, il ne faut pas généraliser puis changer le sens qui est visé. On sait d'où vient EDI, ça ne correspond pas à des projets de recherche, ni de la méthodologie. Ça correspond à de la moralisation déplacée. Donc, je pense qu'on s'entend que l'EDI, développement durable, c'est important. On ne s'entend pas sur les mécanismes pour les favoriser, voilà, les mettre en place. C'est pour ça qu'on est là pour discuter au 8e forum d'échange des fonds de recherche du Québec. Merci beaucoup, Yves Gingras, d'avoir été avec nous pour votre franc-parler toujours apprécié. Merci pour les échanges civils. Merci beaucoup. La pause s'en vient. On pourra poursuivre. Je sens que les discussions vont se poursuivre pendant la pause. Désolé, on a un horaire à respecter. On a pris un peu plus de temps pour la discussion. Après la pause, on abordera la question du futur de la recherche fondamentale et du présent, comment ça se vit présentement par des gens sur le terrain. Puis je suis curieux d'avoir votre opinion en terminant ce premier segment avec notre question quiz FRQ numéro 4. Vous pouvez numériser votre code QR à votre place, question 4. Il y a sinon le code que vous pouvez entrer également sur mentimeter.com. Donc, dans les prochaines années, est-ce que la recherche fondamentale va vivre plus de grandeur ou de misère? Donc, on reprend le thème de ce forum d'échange. Donc, plus de grandeur, plus de misère. On est curieux de vous entendre. Ça bouge vite. Un peu plus de misère, mais il y a quand même des gens qui pensent qu'il y a des grandeurs qui s'en viennent. Je vois des gens qui sourient. Je vois Marc qui sourit. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des grandeurs de son côté. Une question difficile. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent qu'on s'en va vers des misères en recherche fondamentale. Merci, j'ai utilisé le bon mot. Je vois Yves Gingras hocher de la tête. Yes, il a approuvé mon mot. On va en parler tout à l'heure. On va tenter de trouver des pistes de solutions sur certains points qui posent problème, posent défi pour les prochaines années en recherche fondamentale. On revient tout de suite après la pause. Dans 5 minutes, une pause éclair. Il y a des rafraîchissements puis des petites collations derrière. Donc, dans 5 minutes, on se rassoit puis on va discuter à nouveau ensemble. À tout de suite. Re-bienvenue tout le monde. Je vous invite à ceux qui sont encore debout à vous asseoir. J'ai l'impression que notre dernier panel a suscité pas mal de discussions. On est là pour ça, on est là pour échanger. Et on se tourne maintenant vers la relève, vers vous. Allô, qui êtes là. La relève, puis moi, quand j'entends parler de la relève, je pense à l'ACFAS qui fête son 100e anniversaire cette année. On peut applaudir l'ACFAS qui fête son 100e anniversaire. Bravo! Je profitais pour mentionner ceux qui n'ont pas déjà vu la série « La fabuleuse histoire des sciences au Québec » sur laquelle M. Gingras a travaillé, entre autres, qui est vraiment un must pour toute personne qui travaille dans la communauté scientifique au Québec. Ça nous permet de comprendre d'où on vient pour savoir où l'on s'en va.
Voilà. Parlant de l'ACFAS, ça nous amène à notre prochaine question quiz FRQ. Vous l'attendiez? C'est la question numéro 5 sur votre feuille. Vous pouvez la numériser avec votre téléphone ou aller sur le mentimeter.com, entrer le code qui est sur votre table. Donc, la question est la suivante. Quelle communication a effectivement été présentée à un congrès de l'ACFAS? Est-ce que c'est les études sémantico-spatiales de l'usage de l'article défini là, devant le terme bus dans la région nord de la capitale nationale de Québec? J'ai été 9 ans à Québec et effectivement, ça dit la bus pas mal là-bas. Études sémantico-cognitives de verbes de déplacement, monter et descendre à Montréal, ou de Télésphore Simard à Régis-Labaume, études passives-agressives de la rivalité entre Montréal et Québec entre les maires élus de 1927 à 2019. Je vous laisse réfléchir un instant. Quelle communication a effectivement, c'est une vraie communication à l'ACFAS parmi ces trois-là? On a clairement un favori. Télésphore Simard et Régis-Labaume, ça vous parle, public, effectivement? Est-ce que c'est la bonne réponse? Je vous laisse réfléchir encore quelques instants. Donc, on se laisse un petit 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Déposez vos téléphones cellulaires. On met ça sur la table. Et roulement de tambour, mesdames et messieurs, la bonne réponse est B. C'est B. Une seule personne l'a trouvé. C'est effectivement B la réponse. Donc, études sémantico-cognitives des verbes de déplacement, monter et descendre à Montréal. Ça a vraiment été présenté au congrès de l'ACFAS. Est-ce que vous êtes monté ou descendu, vous, à Montréal aujourd'hui pour être venu? Moi, en tout cas, je suis resté à Montréal. J'étais là, fait que je n'ai pas à m'exprimer sur le sujet. Voilà. Donc, des fois, on a des recherches qui sont un peu étonnantes, qui mèneront à des applications ou pas. On ne le sait pas. C'est de la recherche fondamentale. J'ai intégré mon vocabulaire. Voilà. Alors, on a un panel qui, lui, va s'exprimer maintenant. Nos chercheurs et chercheuses de la relève et une chercheuse plus établie qui vont se prononcer sur la recherche fondamentale aujourd'hui, en 2022. Comment on fait face à ces différents défis. Mais avant, je vais vous les présenter. On a d'abord avec nous M. Omar Al-Rifé, qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs. Chercheur postdoctoral à l'hôpital Shriners du Canada et au département de génétique humaine à l'Université McGill. Merci d'être là avec nous, Omar. Merci à vous. Oui, on a Maria qu'on peut applaudir. Maria Juliana Engarita, doctorante en muséologie et médiation et patrimoine à l'UQAM. Merci d'être là. Merci. On a avec nous Caroline Ménard, qui est professeure au département de psychiatrie et neurosciences de la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au cerveau. Il y a des gens qui ont applaudi. Il y a sûrement des gens de l'Université Laval là-bas. On peut l'applaudir. Il applaudit très rapidement. Merci, Caroline. Et on a également Audrey Morse, qui est notre chercheuse établie, professeure titulaire de chimie et co-directrice du groupe Initiative Développement Systémique Durable de l'Université McGill, entre autres choses, parce que vous avez toujours plein de titres, les professeurs universitaires. Voilà. Moi, je vous connais. Oui, on peut l'applaudir. Je vous connais, on s'est déjà parlé. Le public vous connaît peut-être un peu moins. Je suis curieux qu'on fasse connaissance. Alors, en quelques mots, ça a été quoi l'élément déclencheur, votre histoire qui vous a mené à vos travaux de recherche fondamentale aujourd'hui? J'aimerais ça commencer avec Maria. Je pense que ça a commencé avec un stage à Ottawa. Est-ce que ça se peut? Approchez le micro. Je vais vous aider. Tiens. Ça coïncide avec la ligne du temps. Mais en fait, c'était pendant mon parcours migratoire. Je m'éloignais de mon pays natal, Colombie. Et on commençait, le début des conversations, des négociations de paix commençaient en même temps. Et pour moi, c'était la science-fiction. J'avais vécu toute ma vie dans la guerre. Et donc, je voulais comprendre justement qu'est-ce qui était en train de se passer. Et j'avais toujours aimé les musées. Et oui, mon stage était à l'ambassade, donc je voulais être une diplomate. Mais les choses ont changé et j'ai tombé en amour avec les musées, le monde du musée. Et on avait le projet en Colombie de faire un musée des mémoires du conflit, pendant les conflits, pendant la négociation de paix. Et ça attirait énormément mon attention comme citoyenne, comme chercheur aussi passionné des sciences sociales.
Donc voilà, cet événement m'a attiré vers le monde du musée et une chance qu'il y avait une maîtrise en muséologie à l'UQAM et que oui, tout faisait du sens à ce moment-là pour garder en connexion avec mon pays, mais aussi comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer et ces musées qui me paraissaient complètement mystérieux parce qu'il n'y avait rien écrit, donc voilà. Les choses se sont mises en place comme ça un peu, j'ai envie de dire par magie, mais là, on est avec un public de scientifiques, fait que je vais m'abstenir. Merci beaucoup, Maria. Caroline, toi, ça a commencé différemment. Ça a commencé avec les débrouillards. Ouais. C'est là que ça part. Oui, donc moi, j'ai commencé à aimer la science quand j'étais très jeune avec les débrouillards. J'ai dessiné la petite grenouille, je ne sais pas combien de fois quand j'étais jeune. Beppo, merci. Puis c'est ça, donc moi, j'ai un parcours, j'ai été étudiée en biophysique à l'Université du Québec à Trois-Rivières parce que je n'étais pas certaine dans quoi je voulais aller. J'aimais beaucoup la chimie, les mathématiques, la biologie un peu aussi. Ensuite, j'ai poursuivi mes études au doctorat aussi en biophysique et biologie cellulaire à l'UQTR, pour ensuite aller chez Rémi, qui m'a donné un petit pop là, dans son vidéo. Donc, je suis allée chez Rémi Quérion au Douglas pendant 3 ans, plus en neurosciences, où j'ai fait plus du comportement animal. Et ensuite, j'ai été en industrie pendant un petit bout. J'ai été voir le dark side un petit peu. Puis, je suis revenue là, pour un dernier postdoc à New York pendant 3 ans, plus en stress. Donc, mon équipe de recherche, on s'intéresse à la biologie du stress, la résilience, la dépression, avec un axe plus la barrière du cerveau, le système immunitaire, donc pas seulement les neurones. Et je suis à l'Université Laval là, de retour depuis 4 ans maintenant. Okay. Combien vous étiez pour le fun à l'UQTR en biophysique il y a plusieurs années? 5. Ma cohorte, on était 5, on est 3 à avoir gradué. Les précurseurs de l'interdisciplinarité, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Caroline. Omar, au départ, tu ne dirigeais pas non plus vers la recherche fondamentale. Hein? C'est plus le milieu pharmaceutique qui t'intéressait. Oui. En fait, premièrement, je m'excuse pour ma langue française parce que c'est pas ma langue maternelle. Donc, donc ça a commencé comme ça. Quand j'ai terminé mon bac, je voulais travailler dans l'industrie pharmaceutique comme un représentant médical et tout ça. Et après, j'ai eu la chance de rentrer la première fois dans un laboratoire de recherche. Mon chef m'a proposé un contrat. Je lui ai dit, écoute, je ne veux pas signer un contrat avant essayer si je vais l'aimer ou non. Donc, j'ai travaillé pour 1 mois gratuitement. Pour elle? Et finalement, j'ai décidé, non, je vais continuer. C'était très intéressant parce que j'ai travaillé sur des maladies métaboliques rares dans le foie. Et c'était très impressionnant parce que ces maladies s'appellent Wilson disease et il a différents âges. Age of onset, donc ça commence à différents âges, ça dépend sur les mutations génétiques et tout ça, et ça vraiment nous aider de découvrir les maladies chez des enfants qui n'ont pas de symptômes, mais en utilisant le diagnostic génétique, donc on était capable d'identifier ces maladies chez des petits-enfants, on lui donnait des traitements préventifs et ça leur aidait. Après, j'ai continué à faire mon master au même institut, l'Université américaine de Beyrouth. Après, je suis venu ici au Montréal. J'ai aussi travaillé sur un projet très intéressant, innovant. C'est les fonctions endocrines des os et leur rôle dans le contrôle de glucose, et comme le diabète et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est émergent. Ça fait genre 20 ans, donc oui. Et maintenant, je continue à travailler sur les os aussi à l'hôpital Schreiner, Canada. Parfait. On parlera de ton futur éventuellement. Est-ce qu'on s'en va plus vers le côté public ou privé? On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Omar, d'être là avec nous. Et Audrey, ça a été quoi l'élément déclencheur, ce qui a fait débouler une réaction en chaîne de recherche fondamentale par la suite? En fait, la recherche fondamentale, je dirais, c'est vraiment ma grand-mère qui était une femme vraiment exceptionnelle et qui n'a pas été à l'école très longtemps, mais qui était fascinée par la nature et qui juste adorait regarder les animaux. Elle a empaillé, elle a en fait recueilli un bébé chauve-souris qu'elle a nourri à Paris. Je ne sais même pas comment elle a trouvé un bébé chauve-souris à Paris. Et ensuite, quand il est mort, elle l'a ouvert, elle l'a disséqué, elle a regardé comment c'était, puis elle l'a empaillé, elle l'a gardé pendant des années. Donc, c'est le genre de personne que c'était et ça m'a toujours fascinée et elle m'a toujours beaucoup encouragée à poursuivre ma passion pour la science. Et je n'avais pas une famille de scientifiques, mais du coup, c'est comme ça que ça a commencé.
Et pourquoi pas aller en taxidermie à ce moment-là? En fait, plus tard, j'ai fini par avoir vraiment une passion pour la chimie. OK. Et, c'est pas loin de la taxidermie. Ouais, et puis plus tard, en fait, quand j'ai fait mon stage de postdoctorat aux États-Unis, j'ai rencontré un chercheur formidable qui s'appelle Robert Crabtree, qui m'a initiée à la chimie verte, qui est une forme de chimie pour le développement durable. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens dans ce domaine et puis que j'ai décidé d'en faire mon travail de recherche. En fait, j'étais curieux qu'on vous connaisse un petit peu mieux avant parce que des fois, on parle beaucoup de misère. On l'a vu tout à l'heure, de misère en recherche fondamentale. Des fois, on oublie la première étincelle qui nous a allumés. Je pense que c'est important des fois de se le rappeler. Donc, maintenant qu'on vous connaît mieux, public, je vous rappelle que vous pouvez utiliser les cubes Eureka pour vous exprimer. Si jamais vous voulez le faire, juste à lever la main, on vous le lancera. Je voudrais juste aussi souligner que le sujet du forum a suscité beaucoup de réactions en amont. Je dirais surtout du côté de la misère. On l'a vu d'ailleurs dans le petit sondage tout à l'heure. On a reçu un courriel d'une chercheuse inquiète de sa situation. Comme beaucoup de gens, j'imagine, dans la salle, elle ne doit pas être seule. Son sentiment doit être partagé. J'aimerais ça qu'on essaie de trouver des pistes de solutions pour l'aider, pour évidemment faire des recommandations scientifiques en chef par la suite. J'aimerais la citer de manière anonyme. Si elle est dans la salle et qu'elle souhaite s'exprimer, elle peut le faire, mais je vais la citer de manière complètement anonyme. On ne pourra pas deviner son domaine. Alors, j'y vais de la façon suivante. On a édité un peu pour la longueur, mais en gros, ma carrière en recherche fondamentale est actuellement en péril. Payer le salaire de mes étudiants, trouver des partenaires privés, avoir une mission sociale, des tâches administratives qui augmentent sans cesse, et les fonds plus difficiles à obtenir historiquement pour les femmes. Quelles sont mes options pour survivre? J'imagine qu'elle parle de son laboratoire. Je pense que ça venait du cœur aussi. J'aimerais ça qu'on essaie de trouver des pistes de solutions, qu'on décortique tout ça, parce qu'il y a des défis à faire de la recherche fondamentale. Et cette inquiétude-là est certainement en partie partagée. Alors, on est entre nous, c'est comme un genre de thérapie de groupe. On essaie de trouver des solutions. Commençons par la recherche intersectorielle. Donc, les collaborations avec d'autres domaines, c'est complexe. À quel point c'est difficile de faire de la recherche intersectorielle? Est-ce que quelqu'un voudrait... Ben, tiens, je commencerai peut-être avec Caroline, qui a une formation intersectorielle en biophysique, en fait, à la base. Oui, mais je dirais que le premier enjeu, c'est de trouver un langage commun. Juste quand on fait des meetings, on se rend compte parfois qu'on n'utilise pas les mêmes mots pour décrire les choses. Définir les mots. Définir les mots, mais aussi, des fois, on va se rendre compte qu'il y a une personne ou un étudiant qui ne comprendra pas certains concepts, mais qui va être gêné de le mentionner. Fait que juste trouver un langage commun. Moi, je priorise énormément aussi beaucoup la communication. Donc, c'est vrai qu'on a des horaires hyper chargés. Donc, moi, je suis hyper honnête avec mes étudiants. Quand je suis débordée, je leur dis. Mais après ça, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi quand ça va être leur temps d'être débordés avec les demandes de bourse, les analyses de résultats. Ça va des deux côtés. Oui, ça va des deux côtés. Donc, la communication est hyper importante. J'utilise beaucoup d'outils comme, je ne sais pas si vous y revenir, mais j'utilise Slack, entre autres, pour communiquer avec mes étudiants. Je garde mon téléphone personnel le plus possible. Okay. Mais avec cette application-là, ils peuvent me rejoindre. Je voyage beaucoup, donc des fois, je suis en Europe ou aux États-Unis en déplacement, mais ils savent qu'ils peuvent toujours là, compter sur moi. Puis quand il y a des enjeux comme ça, j'essaie d'être présente là, et vice-versa. Fait qu'on essaie d'avoir là, une communication la plus optimale possible. Peut-être pendant qu'on y est sur la communication puis l'utilisation de Slack, Slack, c'est quoi? Puis qu'est-ce que vous pouvez partager sur cette application-là, par exemple? Bien, c'est une application qu'en fait, on a des channels, des canaux de communication partagés. Donc, tout le monde, tous les membres du lab vont le voir. Si je veux communiquer avec quelqu'un, je peux mettre son nom avec un tag, donc un A commercial, puis tout de suite, ils vont recevoir généralement sur leur téléphone ou leur laptop là, un alerte. Puis, on a aussi des canaux privés. Donc, vu qu'on reçoit beaucoup de courriels, les chercheurs, moi, je leur dis, si vous voulez que je signe un document, partager un Word, que vous voulez que je relise, un résumé de communication, par exemple, bien, envoyez-moi là sur Slack. Comme ça, je sais que mon lab, c'est seulement Slack qui a accès. Fait que je peux prioriser ça versus des courriels là, extérieurs. On a aussi des canaux pour partager des animations de chats, des bonnes nouvelles. Tout est ouvert. Là, puis aussi, on a un channel parfait. Il y a des trucs moins scientifiques. Il y a des trucs moins scientifiques. Pas des trucs de science avec les chats. Mais tu l'as mentionné, la science, c'est une montagne russe. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Donc, il faut vraiment là, partager les bons moments puis les moins bons moments aussi. Je me tournerais peut-être vers Omar. Omar, c'est compliqué, faire de la science. C'est compliqué aussi dans le milieu pharmaceutique, les liens entre les laboratoires publics, les cliniciens, les pharmaceutiques. Donc, les intérêts ne sont pas les mêmes. Ça complique la situation. Oui, moi, qu'est-ce que je vois, c'est que
il y a trois parties. Il y a l'industrie. Disons, si on va faire comme un chercheur collaboration, ça va être soit avec des cliniciens, soit avec des compagnies privées et tout ça. Et je trouve qu'ils sont genre pragmatiques. Donc, chacun a son but. Donc, les compagnies, ils vont livrer des traitements et tout ça. Les cliniciens, ils vont traiter ces patients et les chercheurs, soit fondamentaux ou appliqués, ils vont essayer de faire des nouveaux outils ou découvrir de nouveaux voies et tout ça. Donc, je trouve que c'est difficile parce que les trois, ils sont des vocables différents. Donc, parfois, c'est difficile pour expliquer à un clinicien comme un chercheur ça va ramener où? Ou c'est difficile pour un clinicien pour expliquer à une compagnie, ça va, comme le projet, ça va ramener où? Ou c'est quoi l'intérêt de ce projet et les tout intérêts ça. sont Donc, différents, puis des fois, il faut faire des compromis d'un côté et de l'autre. C'est pas évident dans les partenariats, entre autres. Oui, donc c'est important de trouver de liaison entre ces trois parties parce que ça va plus enrichir la découverte, l'innovation et ça va servir à livrer des solutions pour les prochains ou les futurs problèmes de santé ou dans d'autres domaines. Maria, tu es dans un domaine qui est aussi un peu intersectoriel. Est-ce qu'il y a quelque chose de le fun aussi, des fois, à travailler dans des domaines qui sont nouveaux, qu'on connaît moins, peut-être parfois? C'est à la fois un défi, et là, j'interprète intersectoriel quand on fait du partenariat. Juste parler vraiment proche du micro, avec, tu peux l'avancer. Des organismes communautaires, par exemple, qui sont dans d'autres contextes. Donc, en partant, il faut avoir un processus de traduction culturelle constant, et ça épuise. Et donc, les objectifs et la synchronicité des objectifs n'est pas toujours évidente. Et quand on lance un projet de recherche, d'habitude, c'est les chercheurs qui mettent les paramètres sur place. Et après, on se rapproche des communautés. Et là, je pense que c'est un peu compliqué, complexe. Et ça, c'est une chose à penser aussi. Une future recommandation pour les fonds de recherche dans les temps de subventions, comment on donne la place pour cette consultation au préalable qui vont vraiment aider à avoir plus de fluidité dans la recherche. Mais effectivement, il y a beaucoup de récompenses dans cet effort constant d'être tout le temps dans différents plans, et surtout culturels, traduction des cultures de travail. Et il y a une autre culture académique, par exemple dans les projets qu'on a fait en Amérique du Sud. Donc, la récompense et la satisfaction est là, et c'est ça qui nous tient. Apprendre d'autres façons de voir le monde, c'est toujours enrichissant pour la rigueur de nos recherches. Donc, ça prend un effort additionnel que juste rester ici dans le même secteur ou milieu. Mais ça enrichira toujours avoir plus d'idées et d'acteurs sur la table. J'ai envie de dire que ça prend des outils, des aptitudes de vulgarisation aussi pour prêcher pour ma paroisse dans les suggestions. Tiens, Audrey, est-ce que ça a changé aussi au fil du temps? Est-ce qu'on demande de plus en plus de ces collaborations-là avec des domaines qui sont autres? Est-ce que c'est plus compliqué à gérer maintenant? Je ne sais pas si c'est plus compliqué à gérer maintenant que par le passé. Je dirais que on a résolument un effort qui est fait au niveau des organismes subventionnaires d'aller chercher plus d'interdisciplinarité. Donc ça, c'est un incitatif fort pour les gens à se mettre ensemble. L'autre chose aussi qui a lieu, c'est que, en fait, on a des émergences de sujets qui font qu'on a de plus en plus de chercheurs interdisciplinaires, donc ça aide. Mais d'un autre côté, les défis, c'est aussi effectivement les phénomènes de translation culturelle et tout, mais il y a aussi des défis sur dans quel dans quel journal on va pouvoir publier. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour développer des journaux interdisciplinaires. Moi, je sais que je travaille pour ACS Sustainable Chemistry and Engineering, qui est un journal où on essaie de parler de développement durable du point de vue de la chimie et du génie, et déjà, c'est beaucoup d'interdisciplinaires rien que là.
Mais ça, c'est très important de continuer à travailler sur ces choses-là. C'est aussi important, je pense, et on en parlait un peu en marge de cette discussion, des fois aussi y a des demandes qui sont des fausses demandes interdisciplinaires, qui sont ce qu'on appelle le multidisciplinaire. On va mettre côte à côte deux personnes qui font deux choses différentes et qui, une fois qu'ils ont l'argent, se séparent et publient dans leur coin. Et c'est pas ça. Ça demande un énorme investissement en termes de temps. Ça demande beaucoup d'investissement pour les étudiants aussi, qui souvent doivent publier un peu plus tard ou différemment parce qu'il faut attendre l'étude du collègue qui est de l'autre côté et qui n'a pas la même ligne de temps que celle. C'est très dur de gérer les lignes de temps entre les différents travaux de recherche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert. Alors qu'on demande de plus en plus des milestones, Ben, des moments très précis planifiés d'avance. Moi, j'ai un exemple là où on travaille sur un programme interdisciplinaire en développement de points quantiques, mais on fait toute la toxicologie derrière. Et puis là, sur la toxicologie qu'on fait, il y a la cellule, on n'arrive pas à la faire pousser, elle ne pousse pas assez bien. Donc on a notre biochimiste qui travaille comme une folle, mais nous, on a fini notre travail de notre côté. Donc on est un peu coincés. Elle, c'est pas évident pour elle parce qu'elle sent mal. Et puis nous, on voudrait l'aider, mais on sait pas. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment gérer ces situations-là qui n'est pas évident, d'un point de vue académique et d'un point de vue même humain, en fait. Donc il faut... Voilà. J'ai envie de poursuivre dans la voie des publications. Tu as un peu ouvert la porte, Audrey. Notre chercheuse qui nous envoyait un courriel plus tôt nous parlait de difficultés à survivre pour son laboratoire. Moi, ça me fait penser au fameux « publish or perish », le publier ou périr. Est-ce qu'on vous pousse à avoir des résultats qui sont trop rapides maintenant, là, en 2022? Disons qu'on commence avec Caroline, par exemple. Ça déboule vite là, quand on commence comme jeune chercheuse, là. Je vais dire oui, puis on n'a pas de deuxième chance. Donc, si on veut avoir un premier IRSC, il faut rapidement avoir un article qui est sorti, idéalement sans notre superviseur de postdoc, ce qui est difficile parce que généralement, on va revenir avec, si on est chanceux, un peu de données de notre postdoc, fait qu'on est un peu mal pris là, de laisser de côté là, ce superviseur-là ou cette superviseur-là. Puis ensuite, c'est ça déboule. Il faut que les premiers étudiants, surtout ceux qui vont, par exemple, arriver d'Europe, où ils ont moins un système où ils vont avoir des communications scientifiques et des posters et des publications, bien, à ce moment-là, il faut rapidement que ça se mette à rouler puis qu'on produise. Un coup que la boule de neige commence à descendre, en général, ça va bien, mais c'est de la poussée au début qui est difficile. Moi, je me suis dit, les 2 premières années, je vais dire non à rien. Là, je suis rendue à 4 ans, je dis encore non à rien. Fait que j'espère qu'éventuellement, ça va changer, mais c'est ça, c'est un gros défi, puis c'est de garder du temps aussi pour soi, pour notre propre santé mentale qui devient difficile, mais on sait qu'on a beaucoup de gens qui dépendent de nous, donc on vient comme une petite PME, fait qu'on roule beaucoup, là, on roule beaucoup. Je vois Maria qui hoche la tête. Faut savoir mettre ses limites aussi, hein, j'ai l'impression. Hein. Oui, la question que tu nous posais en préparant cette discussion, c'est quoi faire la recherche? Et c'est vraiment c'est faire la gestion du projet. On a une petite entreprise de recherche, il faut aller chercher les fonds, il faut faire du marketing, il faut garder toujours un œil sur ce qui se fait sur notre domaine, faire des liens avec les autres acteurs, et ça va vite. Ça prend beaucoup d'efforts physiques. Donc, je répondrais même, c'est un effort physique, c'est un sport, on est des athlètes en même temps. Et donc, ça va vite, oui, effectivement. Et les temps de réflexion, c'est toujours la chose qu'on finit par sacrifier. Et ça on est conscient et ça fait mal parce qu'on est là pour justement réfléchir. Est-ce que tu as des trucs pour essayer de mettre tes limites puis de t'obliger à faire certaines activités pour penser à autre chose, ou ça t'occupe au quotidien? Peut-être avoir des objectifs clairs. Donc, ça te donne les critères pour dire oui ou non à certaines choses. Donc, au début, je ne voulais pas nécessairement publier parce que je n'avais pas encore développé des idées. Donc, j'ai écarté un peu ce domaine-là. Je me suis lancée plus sur travailler dans d'autres projets de recherche, les contrats de recherche, pour aussi connaître qu'est-ce qui s'en vient et un peu apprendre un peu de ce qu'il y a derrière les publications, la communication, etc. Donc, il faut avoir un objectif et à partir de ça, tu dis oui ou non. Et ça fait du bien de dire non et ça aide aussi à tes collègues à dire non aussi. Au début, j'étais la seule qui non, j'ai dit non. Quoi? Finalement, on trouve que maintenant, on choisit, on est sélectif parce qu'on ne peut pas tout faire. Et je sais, il faut développer des compétences en simultané. Donc, c'est bien de faire une petite stratégie, une observation de comment ça se passe dans
les milieux dans lesquels on s'insère et voir à un moment donné c'est quoi qui est plus important. Par exemple, avec les demandes de subventions, moi j'ai privilégié cette étape même avant de commencer le doctorat. Donc, je suis une rare de ceux qui obtiennent des bourses, même avant de commencer. Ça m'a permis de bien entamer la recherche. Donc, j'ai choisi au début de dédier mon temps à ça. Et c'est un temps précieux parce que ça nous permet vraiment d'avoir un cadre clair, des objectifs. Après, ça peut changer, évidemment, mais c'est toujours un processus très, très utile. Et les gens méprisent ou sous-estiment ça parce qu'ils disent « Ah, je ne vais pas obtenir la bourse », mais le fait d'entamer le processus, de faire les projets, proposer, c'est ça qui vaut la peine. J'ai l'impression que vous n'êtes pas seul non plus là-dedans. Il y a toute l'idée d'avoir un réseau de support aussi. Oui. Caroline, c'est quelque chose qui t'a aidé beaucoup à New York quand tu y étais aussi, là. Oui, ben moi, quand j'étais à New York, c'est à la Khan School of Medicine à Mont-Salin, c'est quand même un gros centre de recherche avec beaucoup de jeunes femmes qui avaient des jeunes enfants, entre autres, puis qui ont tous eu des postes partout aux États-Unis ou en Europe en même temps. Nous, on va toutes ou presque en congrès la semaine prochaine à l'American College of Neuropsychopharmacology. C'est un congrès qui, traditionnellement, c'est un congrès de psychiatrie. Donc, traditionnellement, c'était des hommes d'un certain âge, blancs en général, qui venaient avec leurs femmes, qui allaient s'occuper des enfants. Mais en ayant de plus en plus de jeunes femmes chercheurs, ben maintenant, il y a un service de garde. Ça, c'est nouveau depuis 2-3 ans. Puis c'est vraiment parce qu'il y a eu de la pression d'une nouvelle génération de chercheurs puis de professeurs qui ont dit, si vous voulez que nous, on soit là, ben il va falloir qu'on ait des services pour nous aider. On a aussi eu des nouvelles invitations, des nouveaux bassins d'invitation pour des gens de la diversité, pour justement que c'est un collège, donc pour qu'il y ait plus de diversité puis que ça reflète mieux la recherche puis les gens qui sont dans la recherche en psychiatrie et en neurosciences, entre autres. Donc, d'avoir un réseau. Moi, j'utilise énormément encore Twitter. Je ne sais pas pour combien de temps ça va survivre, mais ça a été quelque chose qui, pour moi, a été super. Puis moi, j'encourage tous mes étudiants à être là-dessus parce qu'on voit passer les articles scientifiques qui nous intéressent. On suit des gens qui sont nos idoles puis qu'on se rend compte que, eux autres aussi, ils ont des chats puis ils trippent là-dessus puis ils aiment telle bouffe puis tout ça. Puis c'est super le fun. Puis ça démocratise aussi. C'est moins gênant d'aller les aborder en congrès par la suite. Moi, il y a plein de gens qui sont venus me voir puis ils m'ont dit, on se suit sur Twitter puis on a l'impression qu'on se connaît un peu. Fait que je pense qu'il y a des outils comme ça qui sont vraiment utiles. Je trouve ça intéressant. Peut-être, Audrey, sur la notion du mentorat, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup, le soutien des futurs chercheurs, chercheuses? Oui, absolument. Puis nous aussi, on utilise beaucoup Twitter pour exactement ces mêmes raisons et je suis inquiète de savoir ce qui va se passer à cause de notre ami Elon Musk, évidemment. Il y a d'autres plateformes qui s'en viennent, je te rassure, Audrey. On va trouver une manière de communiquer, je ne suis pas trop inquiète. Non, mais donc oui, sur le mentorat, évidemment, c'est absolument essentiel et c'est aussi donc la façon dont on voit les choses, c'est effectivement ça, c'est développer des solutions, par exemple comme les services de garde quand on fait des conférences, c'est effectivement se rendre accessible sur les réseaux sociaux, être abordable. Effectivement, moi, j'ai été abordée aussi pareil et j'aborde aussi des gens comme ça que je rencontre en conférence et je me dis, on a l'impression qu'on se connaît par les réseaux sociaux comme ça. C'est un concept qu'on a développé aussi beaucoup. On a écrit un éditorial cette année sur les femmes et la chimie verte. Et c'est ce concept de cheerleading, je ne sais pas trop comment... L'encouragement. Cette idée de s'encourager les uns les autres et de s'envoyer des petits messages. Et on a commencé à s'envoyer des petits messages entre femmes. Dans mon domaine, on s'écrit des emails aussi. C'est bien ce que tu fais, j'ai vu ça. Vraiment d'essayer de prendre le temps de reconnaître le travail des autres pour s'encourager et puis aller de l'avant. Et ça entretient ce que tu disais tout à l'heure, cette passion, cette flamme. On fait des métiers très difficiles, très exigeants. Et comment voilà. L'autre petit point que je voulais ajouter sur ce qui a été dit, j'admire beaucoup mes collègues ici, ils disent des choses vraiment, ils disent tous des choses vraiment super et je me retrouve vraiment complètement. Une autre chose qu'on doit apprendre à faire, c'est à combattre notre perfectionnisme. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à apprendre et que sur lequel je continue de travailler. On a énormément de choses à faire et la raison pour laquelle on a énormément de choses à faire, c'est qu'on a des cours et des décisions administratives et c'est en fait assez important que ce soit quand même nous qui prenions ces décisions-là quand même, qu'on ne les laisse pas à des administrateurs ou je sais pas quoi. Mais les chercheurs et les chercheuses, c'est des gens compétitifs. Vous n'êtes pas rendus au niveau d'excellence où vous êtes sans être un peu compétitif dans l'âme. On est compétitif, mais tu vois, il y a des choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours où c'est OK qu'on le fasse à 80% ou à 70%. Des fois, c'est accepter d'écrire
de faire un rapport qui va être juste bien et informatif et pas absolument super complet sur certains sujets parce qu'on n'a pas besoin d'aller super profondément sur le sujet. Donc, des fois, c'est d'apprendre un peu, et je ne sais pas si toi, tu as le même sentiment, des fois, c'est d'apprendre à lâcher prise, finalement. Là. À lâcher prise sur certaines choses, à se dire, OK, on ne va pas avoir fait un travail idéal, mais on va avoir quand même bien fait notre travail et d'accepter ça. Et des fois, j'ai le sentiment que j'ai des collègues plus âgés, peut-être, qui font ça plus naturellement. Peut-être une réaction. Vous faites un très bon travail à si date. je peux faire que du vous botchez pouce pas. là-dessus, moi, une chose, en tout cas, qu'on fait, nous, comme jeunes femmes, c'est qu'on se recommande pour des prix. Tu sais, c'est quelque chose que souvent, on dit « Ah, c'est tout le temps les hommes qui gagnent les prix, tout ça », mais c'est parce que si personne envoie ta candidature, ben tu l'auras pas, le prix. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, des fois, on se dit « Ah, je suis pas assez bonne, tu sais, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça ». Fait qu'on se recommande pour des prix. Puis moi, une des premières chercheurs qui est venue me voir au Congrès canadien des neurosciences, quand je suis revenue, c'était mon premier congrès, une chercheure établie de l'Université de Toronto est venue me voir, puis elle dit « Moi, là, tu sais, j'ai eu ça rough, là. Si toi, tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, tu sais. » Puis d'avoir un réseau aussi avec des chercheurs qui ont passé à travers les étapes, puis d'avoir des gens qui vont te dire, qui vont te donner comment ça marche en arrière, les ficelles, tu sais, c'est super important. Là. Fait que c'est ça. Parenthèse, avant d'aborder notre dernier sujet, parce que le temps file vraiment. Je travaille dans les médias, puis ça m'arrive de faire des demandes d'entrevue avec des chercheurs et des chercheuses, puis des demandes d'apparition à la caméra. Les gars, ça arrive à peu près jamais qu'on a un nom, puis les femmes, il faut les convaincre de venir participer. Fait que ça illustre un peu, je trouve, que ce que tu disais, Caroline. Je voudrais juste, en terminant, on aurait plein d'autres choses dont on aurait pu discuter. On le fera à la pause et pendant le 4 à 7 de tout à l'heure. Peut-être parler un tout petit peu du privé. Moi, dans mon temps, il y a comme une quinzaine d'années, c'était mal vu, le privé. C'était le diable, entre guillemets. Puis on dirait que maintenant, mes amis sont presque tous dans des pharmaceutiques privées. On dirait que l'opinion des gens a changé à ce sujet-là, ou en tout cas des jeunes étudiants qui sortent de nos laboratoires. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que ça a changé l'opinion du privé versus le public en terminant? Peut-être Omar qui oscille un peu entre les deux aussi. Hein. Oui, moi aussi j'ai vécu cette expérience parce que après que j'ai terminé mon doctorat, j'ai eu la chance de recevoir le Gordon Shore Prize pour faire un stage post-doctorat dans l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai passé 9 mois là-bas. Donc là-bas, j'ai posé la question, est-ce que c'est ce que je veux faire pendant les prochains 5 ans ou non? C'est quoi l'avenir? C'est quoi ça sert à quoi pour ma carrière et tout ça? Donc finalement, toutes les réponses c'était négatives. Et finalement, parce que quand tu rentres aux compagnies privées, j'ai trouvé que tu deviens automatisé comme un robot humain. Donc c'est ce que je ne veux pas. J'aimerais être libre, innovant. Donc, j'ai décidé de retourner aux recherches fondamentales et appliquées. Donc, j'ai décidé de faire un postdoc où je suis maintenant. Donc, c'est ça. Et c'est juste, je veux ajouter quelque chose à la question avant. Donc, un chercheur, c'est comme un artiste qui fait une pièce d'art. Donc, tu ne peux pas forcer un artiste pour te dessiner quelque chose qui te fait plaisir. Donc, il faut que tu lui donnes l'espace, la liberté, tout le confort pour qu'il soit innovant et pour qu'il donne des beaux choses. Donc, donner un confort aux chercheurs, je pense que ça devrait vous parler. Si jamais vous avez le goût de réagir, de mettre des commentaires, poser des questions, ce serait le moment. On va bientôt clore le panel, donc juste à lever la main. Oui, peut-être en terminant, Omar? Oui, je veux juste poser une question. Ce n'est pas juste pour l'audience, mais pour le gouvernement, les gens responsables de Fondation du Science et tout ça. Donc, est-ce qu'ils ont posé la question, c'est quoi la prochaine pandémie? Combien on va rester chez nous? C'est quoi les challenges? Comment on va compter des gens de nos proches qui meurent et tout ça? Donc, c'est important de poser cette question. Ce n'est pas juste au niveau de santé, mais aussi au niveau économie, parce qu'après 2 ans de pandémie, on voit le taux d'inflation, on voit tout ça. Donc, peut-être si ils ont versé plus d'argent pour investir dans la recherche et la santé,
Donc, on peut prévenir tous ces problèmes, soit au niveau santé, soit au niveau économique. Parfait, merci. Merci, Omar. Et peut-être juste, je serais juste curieux, je vais terminer avec toi, Audrey, mais je serais curieux d'entendre Caroline sur le privé et l'attitude des étudiants là-dessus, parce que toi aussi, tu as travaillé pendant 1 an dans le privé. Qu'est-ce que tu reçois comme question des étudiants et étudiantes? Quand je donne des conférences académiques, c'est ça que la première question que les étudiants posent au lunch pizza. C'était comment le milieu industriel, pourquoi tu es revenu, tout ça. Mais quelque chose qu'il faut garder en tête, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés. Ouais. Moi, j'encourage fortement à essayer de trouver des stages. Il y a plusieurs compagnies qui offrent des stages, fait que ça permet de mettre l'orteil dans le bain et voir si vous aimez ça ou pas. Mais il faut garder en tête que parfois, sur Twitter, on voit beaucoup passer de choses négatives sur les compagnies, sur le milieu académique, mais pas sur les compagnies. Mais on n'a pas généralement le droit d'aller dire des mauvaises choses sur notre employeur. Fait que c'est sûr qu'il faut garder ça en tête parce que moi, personnellement, le milieu académique, si c'était à refaire, je le referais. Je pense que c'est le plus beau métier du monde. Puis même si je gagnais à la loto demain matin, je garderais mon lab puis je continuerais de faire ça. Le gazon n'est pas nécessairement plus vert chez le voisin. Pas tout le temps, mais c'est pour ça qu'il y a des gens chez qui ça fait. Ouais. Ça dépend des personnalités, des objectifs, tout ça. Donc, j'encourage les gens à l'essayer aussi. Puis des fois, on développe des compétences transversales qui peuvent être vraiment utiles. Puis on parle de compagnie, mais il y a aussi tout le milieu des communications scientifiques, l'écriture scientifique aussi, au niveau des brevets aussi. Il y a plein de possibilités d'emploi différents du milieu académique. Peut-être Audrey en terminant. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, effectivement. Mais le truc que moi je vois en ce moment, c'est que et c'est en partie lié effectivement aux réseaux sociaux et à d'autres choses. Et le milieu de vie de l'académique est de plus en plus perçu comme étant très difficile, avec de très longues heures et difficile à gérer dans la vie de tous les jours. Et en fait, moi, je vois de plus en plus d'étudiants qui seraient d'excellents candidats à la vie académique après renoncer à ce projet. Alors que plutôt 10 ans plus tôt, il ne l'aurait pas fait. Moi, j'ai vraiment vu ça sur ma carrière. Je vois une évolution, il y a une érosion de l'intérêt pour la recherche académique vis-à-vis des étudiants. Et je trouve ça vraiment triste. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. On n'a pas souvent... mais le problème, c'est que quand quelqu'un va se mettre dans l'industrie, il n'a pas toujours... Enfin, ça demande quand même beaucoup d'efforts de revenir dans l'académique après. Et j'admire beaucoup... Caroline et Omar pour l'avoir fait parce que c'est vraiment difficile. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse comme chercheurs au milieu académique, comment on le rend plus attrayant et plus humain. Voilà, c'est pour ça que je voulais terminer parce que je pense que c'est un message important pour la FRQ. Et on vous admire tous les 4. Malheureusement, on va devoir terminer en 2. Tu as le droit à 4 mots, Omar, mais comptez. Oui, c'est juste à cause de l'inflation, les gens s'en vont au privé parce que c'est mieux payé. Et c'est bien pour eux. Ah, voilà. Donc, recommandation scientifique en chef, oui, payez mieux parce un artiste, il ne va pas faire l'art s'il n'est pas bien respecté et bien payé. Donc, je pense que c'est la raison. Parfait. Je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec cette recommandation-là. Je vous ai mentionné qu'on allait faire le procès de la recherche fondamentale. C'était pas une blague, quoique. Voilà, donc depuis le début, on est pas mal d'accord que, même si, bon, il y a des petits désaccords sur la forme, mais dans le fond, je pense qu'on est pas mal d'accord que la recherche fondamentale, ça en prend, que c'est plus ou moins génial, extraordinaire. On est au Palais des Congrès de Montréal, mais en dehors de notre tour d'ivoire, tout le monde n'a pas exactement la même opinion que nous. Alors, on essaie de sortir des sentiers battus, comme le fait la recherche fondamentale. Et on vous propose un vrai procès, entre guillemets, théâtral, est-ce que j'ai envie de dire. On est juste avant le 5 à 7, c'est pour se mettre dans le mood. Je vous demande de nous suivre. Ça vous va? Oui, on est dans l'esprit. J'ai une gang qui me suit là-bas. Merci de me suivre. On y va. Alors, je vous ai mentionné tout à l'heure que moi, j'avais une maîtrise en biomédical. Je serai maître Doucet. C'est dans mon contrat, je n'ai pas le choix d'accepter de porter ça. Je serai l'avocat du diable cet après-midi. Donc, je serai responsable de poursuivre la recherche fondamentale et pour défendre les accusés que sont nos artisans de la recherche fondamentale. J'ai avec moi la bachelière, Mme Stéphanie Jolicoeur. Qu'on applaudit, mesdames et messieurs. C'est elle qui devra plaidoyer en faveur des accusés que sont Audrey, Caroline,
Maria, Omar et tous vous autres, en fait, qui êtes ici aujourd'hui. Très beau look sur vous, maître Jean-Daniel. C'est les paillettes qui font la différence. Ça vous Stéphanie, dans rajeunit? mes cheveux. Merci, merci. Je vais commencer par une petite correction. On va m'appeler double bachelière Stéphanie Jolicoeur, premièrement. Oh, je savais pas. Oui, et je tiens à dire que quand j'ai gradué du Conservatoire d'art dramatique en 2016 et que j'imaginais le sommet de ma carrière artistique... La perruque de Newton, c'était pas mal au top, hein, exactement ce que je m'imaginais. Alors, je plafonne aujourd'hui dans ma carrière. Mais avant de commencer, ça nous prend un juge. Donc, j'inviterai l'honorable Benoît Sévigny à venir prendre place. On applaudit un excellent choix de juge qui saura prendre position du bon côté. Il y a même un gros maillet qu'on peut montrer aussi. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, voilà ce que vous allez subir. Alors, votre honneur, M. Sévigny. La recherche fondamentale coûte chaque année des milliards de dollars et mobilise des milliers de travailleuses et de travailleurs hautement qualifiés à travers le monde. Or, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre et on vit une période difficile sur le plan économique. Vous le savez, ça, vous le vivez vous aussi. Nous accusons, nous, le vrai monde, la recherche fondamentale, de détournement de fonds publics. Objection, votre honneur! Vous rendez-vous compte de ce que Monsieur Maître Ladoucette est en train de dire? Vraiment, la chose qui nous permet de comprendre mieux le monde dans lequel on vit, la recherche fondamentale, serait un détournement de fonds publics. La chose qui nous permet de voir comment se porte notre société, de voir comment se porte la santé de nos écosystèmes planétaires, un détournement de fonds publics, vraiment. Monsieur Ladoucette, la recherche fondamentale nous permet de forger un bassin de nouvelles connaissances dans lequel on peut piger ensuite pour avoir des pistes d'innovation. Hein? Ce n'est pas la job de la recherche fondamentale de trouver des solutions, c'est la job de la recherche appliquée. Et si j'oserais dire, Monsieur Ladouceur, je crains que si on cesse de nourrir la recherche fondamentale, on affame aussi la recherche appliquée. Oh, mais qui aille à l'épicerie, Boswell. Pour vrai, c'est du pelletage de nuages, votre affaire. La recherche fondamentale est juste là pour poser des questions, pour apporter des solutions. Vous l'avez dit vous-même. En 2022, là, avec l'urgence climatique, le vieillissement de la population, puis Twitter qui est en train de s'effondrer, bien, ça prend des solutions, pas des questions. On a des jeunes dans la salle. Il y en a là-bas, des jeunes. Ils vont faire face à plein de défis dans les prochaines années. Bien sûr, oui. Ben, c'est pas le temps de réfléchir, c'est le temps d'agir. Puis ça, c'est pas la force des chercheurs fondamentaux. Les idées ne tombent pas du ciel, maître Jean-Denis Ladouceur, OK? Si on agit sans réfléchir, on va faire des erreurs terribles. C'est un grand risque qu'on court. Les gens qui font de la recherche appliquée doivent se nourrir de ce que les gens qui font de la recherche fondamentale font. On va parler des changements climatiques puisque ça vous préoccupe autant. Les changements climatiques, on le sait, on les aura pas réglés. On n'aura pas réglé le problème dans 20 ans. C'est un problème avec lequel on va rester pris pendant un méchant bout. D'où l'importance de faire avancer la recherche fondamentale et la recherche appliquée en parallèle. Même Denis Coderre l'avait compris. On peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. En tout cas, nous, on peut. OK? Peut-être pas vous, mais nous, on peut. On peut, hein? Bien sûr. Je suis en train de le faire. Je suis capable de le faire. Justement, il y a trop de temps qui est passé à rêver plutôt que de s'attaquer à des problèmes concrets. À quoi ça sert de faire une étude sémantico-cognitive des verbes de déplacement, monter et descendre à Montréal? C'est à l'Office québécois de la langue française de trancher tout ça. Pas besoin de gaspiller de la salive au 88e congrès de l'ACFAS. C'est du caca de bousier, du Koweït, tout ça. Caca de bousier mis à part, Monsieur Jean-Marcel, là. Premièrement, l'étude sémantico-cognitive des verbes de déplacement, monter ou descendre à Montréal, c'est très important. Si on est tout confus quand on parle de se déplacer sur l'autoroute 20, là, on risque de faire des erreurs. On pourrait se retrouver à des endroits où est-ce qu'on veut vraiment pas être, comme Saint-Léonard d'Aston. C'est au centre du Québec, c'est très important, en plein milieu en Québec puis Montréal. Vous dites ça parce que c'est là que vous êtes né. Il y a des dinosaures et c'est très intéressant pour la science des dinosaures, vous saurez. Puis mettons que je vous concède un point, parce que j'ai bon cœur. Je suis magnanime, moi, en tout cas. Mettons que des fois, c'est utile. Ben, là, je rappelle que je joue un rôle. Même si parfois, certaines recherches fondamentales semblent improbables, mais elles peuvent avoir leur utilité. On ne sait jamais d'où la prochaine innovation de rupture va sortir. D'ailleurs, le CRISPR, Sylvain Moineau et son équipe ont découvert que c'était un système immunitaire de bactéries. Et maintenant, aujourd'hui, elle nous sert pour corriger des défauts génétiques. Ah, c'est pas vous, là, Monsieur Jean-Marcel Denis Ladouceur, qui aurait prévu ça, hein?
Allô? Bon. Encore là, à nouveau, je vous cède votre point. Bien. Oui, je vous le cède. Merci. Mais tu sais, on va être... Soyons honnêtes, là. Les sciences sociales. Les sciences humaines. Surveillez ce que vous allez dire. Les arts. Les lettres. C'est-tu des sciences, ça, d'ailleurs, de toute façon? Rappelons que mon texte est à l'écran et que j'ai dû retrouver le bon endroit où on se trouve. Mettons que c'est pas toujours utile, égal, tout ça, Madame Jolicoeur. C'est ça. À quoi ça sert à des chercheurs de partout dans le monde de se demander si le mot « un » est universel? Un. Je vais vous dire à quoi ça sert. La recherche fondamentale, elle est porteuse de valeurs humanistes, de diversité, d'ouverture, quelque chose dont vous auriez besoin, Monsieur Jean-Marcel Ladouceur, OK? Vous devriez essayer ça un jour. Elle encourage la collaboration, le partage de connaissances entre les scientifiques de toute la planète. Ça s'appelle la diplomatie scientifique. Je vous apprends quelque chose. Tantôt, vous nous avez appris quelque chose, là, un nouveau mot, tantôt, au tout début. Voilà! Bon, ben, je vous apprends une nouvelle expression. Tous et toutes parlent la même langue, la langue de la science. C'est tellement beau ce que je dis. C'est vraiment beau, c'est une belle utopie. Ça, sérieusement, les études en sciences humaines, ça sert à quoi? Pour vrai, donnez-moi un exemple. Les sciences humaines, c'est comme l'air qu'on respire. On va parler d'un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé dans les dernières années, la COVID-19. C'est pas juste une question de maladie. On n'aurait pas pu juste mettre des médecins sur la question. Il fallait des gens de toutes les disciplines, sciences humaines et sociales, sciences de la vie, sciences nature, en intelligence artificielle, en conception vidéo. En passant, là, je suis en train de dire toutes les buzzwords préférés de M. Gingras. Hein? En jeu vidéo, on a besoin de la compréhension de l'être humain, d'historiens, de gens qui savent nous raconter des histoires pour les gens boqués comme vous. J'aime ça, ce que vous dites, les jeux vidéo. Vous voyez bien quand les chercheurs travaillent enfin sur des choses concrètes. Là, c'est payant. Puis sinon, là, les découvertes inspirées par les sciences fondamentales, ben, elles sont souvent dangereuses. Faut le dire, c'est important. Avez-vous des exemples? J'ai des exemples certains. Ben, par exemple, CRISPR, vous en avez parlé. Ça a aussi donné des chiens ultra musclés puis des enfants mutants. Bon. L'intelligence artificielle qu'aime beaucoup M. Gingras, ben, ça confond encore des personnes racisées avec des animaux parfois. C'est pas si efficace que ça. Et on parle même pas de l'énergie nucléaire dans tout ça. Les innovations sont tellement fortes qu'elles peuvent être utilisées contre l'humanité quand elles viennent des sciences fondamentales. Ce sont des outils, bien sûr, des outils. Il faut savoir s'en servir de la bonne façon. Il faut aussi savoir en inventer de nouveaux. Et d'ailleurs, c'est une force de la recherche fondamentale. C'est de là qu'on sort les idées toutes nouvelles. La recherche appliquée est très efficace quand on en vient à améliorer de façon incrémentale des outils qui existent déjà. Mais je vais vous dire, si on avait demandé aux gens du 19e siècle de nous créer un véhicule, un moyen de transport plus rapide que le cheval, ben, la recherche appliquée aurait tenté de créer un cheval plus rapide, alors que la recherche fondamentale serait sortie avec une idée comme la voiture. Vous vous éloignez encore des vrais enjeux. On a besoin de créer de la richesse au Québec. Bachelière, Jolicoeur. Double bachelière. Beaucoup d'argent. Il faut être business, il faut être efficace. Et puis ça, c'est pas la force des chercheurs. Tout le temps. Ça a des gros diplômes, c'est bien bon pour se demander d'où on vient, mais pas mal moins pour savoir où on s'en va. Puis pas juste ça, qui va faire du ménage puis flipper des burgers si on a juste des gens ultra qualifiés? Est-ce qu'on peut vraiment se permettre ça? On a des pénuries de main-d'œuvre dans les restaurants puis dans les champs. On n'a pas besoin de penseurs, on a besoin de doers. Monsieur Jean-Marcel, en effet, la recherche fondamentale, elle forme des gens hautement qualifiés. Mais ces gens-là, ils sont à la base de l'innovation. Et l'innovation est connue comme un moteur de croissance et de prospérité économique, si ça vous préoccupe autant. Ah, voilà! Bon, et puis après, bon, de gros diplômes, oui, ça donne des soft skills. C'est quoi que ça? moi, j'appelais des talents doux jusqu'à ce midi, quand vous m'avez appris le... C'est savoir-être le vrai mot. avez dit Selon la même l'OQLF, chose! vous devriez en avoir un peu plus d'ailleurs. Bon, comme la gestion de projet, la capacité d'analyse, de réflexion, le raisonnement, hein, vous pourriez utiliser ça un petit peu plus dans votre vie, des qualités, là, beaucoup de connaissances transposables à d'autres domaines. Et puis, je vais vous raconter une histoire. Notre scientifique en chef, eh bien, il a commencé sa carrière en flippant des burgers, OK? Donc, on peut flipper des burgers et les manger en même temps. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Oui, je pense qu'on manque de flippeurs de burgers et vous devriez peut-être y aller. Mais je l'ai fait. Pensez-y. Bachelière Jolicoeur. Parfait, bachelière. Vous êtes seulement bachelière. On va s'en tenir à ça. Manifestement, c'est clair, on ne pourra pas s'entendre. Monsieur le juge,
je pense qu'on en a assez entendu. C'est le moment de déclarer la culpabilité des accusés. Je pense que, oui, je pense qu'on peut lire leur culpabilité, parce que c'est clair, c'est évident qu'ils le sont. Je pense que c'est évident. Le jugement. Le jugement, je suis très sensible à vos propos. Merci, merci. Ça me semble évident que... Mais à la lumière des arguments présentés par les deux parties, je déclare la recherche fondamentale coupable d'avoir fait une humanité moins ignorante, plus consciente de la vie végétale, animale, environnementale et humaine et de ses enjeux et défis pour son présent et son avenir. Je recommande que la recherche fondamentale puisse jouir d'une liberté académique conditionnelle à la poursuite de la quête du savoir. Vive la recherche académique libre! Bravo! Je vais enlever mon avocat disant, mais j'ai entendu coupable, mais il me semble que j'ai entendu comme réponse après innocent un peu plus. Alors, nos chercheurs de la recherche fondamentale, vous êtes libérés, bravo, vous pouvez retourner à vos places, on les applaudit. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup à notre juge. Je pense qu'avec le directeur des communications et mobilisation des connaissances des FRQ, je n'avais pas grand chance de gagner de toute façon. Merci Benoît Sévigny qu'on applaudit. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, oui, encore. Merci aux scientifiques qui ont été libérés. Merci à la double bachelière Stéphanie Jolicoeur, qui est physicienne et comédienne de formation, puis une excellente communicatrice qu'on peut entendre notamment à Moteur de recherche sur ici Radio-Canada. Merci. En terminant aussi rapidement, je vais avec les merci, puis on conclura. Merci à Marie-Claude Dion, à l'équipe technique, à toute l'équipe des fonds de recherche du Québec. C'est presque la fin de ce 8e forum d'échange des FRQ. On s'en va au 4 à 7 dans un instant. Mais je suis juste curieux avant de voir ce que vous avez retenu, à part le ridicule de ma toge qui est là. Qu'est-ce que vous retenez, les grandeurs ou les misères de la recherche fondamentale? Il nous reste quelques instants pour vous donner la parole avec les microcubes Eureka qu'on peut vous lancer. Donc, s'il y en a qui veulent se risquer à... Je vous rappelle, il fallait faire des recommandations aux scientifiques en chef. Qu'est-ce qu'on lui recommande finalement? Qu'est-ce que vous voulez lui recommander? C'est le moment de vous exprimer. Et il y a quelqu'un qui veut vraiment s'exprimer là-bas. Et j'y vais. On y va. C'est en mousse, ça fera pas mal. 3, 2, 1. Ah oui, c'est réussi! Bravo! Bonsoir, bonjour. Peut-être vous présenter, puis il y a les Alors, commentaires. je vais me présenter, je suis Laurence Lejeune, je suis doctorante en sciences, technologies et sociétés à l'UQAM, ancienne professionnelle de recherche en biomédical. Et je suis aussi une ancienne professionnelle du secteur privé, donc j'ai fait beaucoup de choses. Je suis à la fois la relève et une vétéran, donc je fais les deux en même temps. Première question et commentaire, je trouve que les professionnels de recherche sont absents des discussions. C'est un vrai problème pour les chercheurs d'avoir une structure stable dans leur laboratoire ou, notamment, dans des plateformes scientifiques. Je représente aussi le réseau canadien des plateformes scientifiques en tant que vice-présidente. Ce serait un point à mettre sur la table. Amener de la stabilité de ce point de vue-là, ce serait pas mal une bonne chose et ça faciliterait énormément le travail des chercheurs, des étudiants et donnerait une relève professionnalisée. Oui, ben en fait, c'est clairement un angle mort. On n'en a même pas parlé aujourd'hui non plus. Vous pouvez me le relancer, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient s'exprimer en terminant? 1, 2, 3. Hey, on n'est pas pire, on fait un bon duo. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, ici au centre, et on viendra avec Omar par la suite. Et voilà. Hey, on commence à être bon, là. Allez-y. Je vous remercie. Boussif Omar Ben Saber, je suis professeur à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Je suis professeur en informatique. Je voulais juste dire, la recherche fondamentale, la recherche appliquée sont complémentaires. Des fois, c'est les mêmes professeurs, ils ont un chapeau d'un côté qui est fondamental, mais au sein du laboratoire, ils ont des contrats, comme on l'expliquait tout à l'heure, avec l'extérieur. Donc, ils ont le double chapeau. Il y a une chose qui n'a pas été discutée, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas cet après-midi, mais il y a une chose qui n'a pas été discutée. Pour devenir chercheur, il faut passer par des étapes. Il faut passer par le premier cycle. Il y a quelque chose qui s'est passé moi je suis ici au Québec depuis 25 ans. Il y a beaucoup de programmes qui ont été fermés.
des programmes qui touchent les mathématiques, qui touchent la chimie, la physique. Donc, je parle beaucoup plus du côté scientifique, je m'excuse pour, pour les autres disciplines, mais si ces programmes-là sont fermés, il y a très peu d'étudiants qui se présentent. Je vous donne un exemple. Dans mon département, 90%, moi je suis au département mathématiques et informatique, 90% des étudiants viennent en informatique, il y a à peine 10% qui viennent pour les maths. Donc, c'est quelque chose auquel il faut voir ça vient d'où, pour réfléchir en amont, pour vérifier ça vient d'où ces choses-là. C'est un défi que je comprends tellement. Moi, je travaille beaucoup en éducation. Puis comment rendre on n'a pas abordé, là, on voulait le faire, mais bon, le temps est contraint, mais comment rendre les sciences fondamentales intéressantes pour les jeunes, dès les jeunes âges, sans passer nécessairement en faisant miroiter les applications extraordinaires. C'est pas évident en termes de communication, mais je pense que c'est un défi auquel on devrait réfléchir. Bon point, peut-être lancer le cube à Omar. Hey, on va être bon pour se partir un club de baseball l'été prochain avec les FRQ. Omar, vas-y. J'ai deux choses que j'aime parler dessus. C'est premièrement, avec tous les challenges qu'on a vécus et les futurs challenges qu'on attend, ça serait important si, au lieu d'avoir des regroupements de chercheurs ou de cliniciens et tout ça, c'est d'introduire un nouveau système de centres de recherche spécialisés qui peut être multidisciplinaire en incluant des chercheurs fondamentaux appliqués et des cliniciens, parce que ça va aider comme à répondre aux questions spécifiques et comme prévenir les prochains challenges. Et deuxièmement, par rapport à comment encourager la nouvelle génération d'aller aux sciences et tout ça, je pense que la science a changé depuis, la recherche a changé depuis 100 ans jusqu'à maintenant. Maintenant, on a besoin plus des gens, comme des années aux années, comme on peut voir des nouveaux domaines qui s'ouvrent. Donc, ça serait intéressant maintenant pour les jeunes étudiants, les jeunes chercheurs et tout ça, d'apprendre des skills dans d'autres domaines, comme soit dans la recherche clinique, soit dans l'épidémiologie, soit dans le bioinformatique, parce que ça, c'est les futurs skills qui va être intégrés dans le domaine de recherche. Et je pense que ça aussi la responsabilité de l'université et les systèmes d'éducation de diriger les gens vers les domaines où on a besoin des manœuvres ou des skills. Parce que maintenant, tous les chercheurs, disons les doctorants, ils fassent de recherche, ils prennent des cours en biologie moléculaire, en physiologie et tout ça. Mais ça suffit. Je pense qu'ils ont besoin plus des connaissances dans d'autres domaines durant leur parcours. Oui. Faire connaître un peu mieux les domaines qui sont méconnus de la science, si tu veux me lancer. Et voilà, super. Quelqu'un voudrait avoir le mot de la fin? Oui, là-bas. On y va? Vous êtes capable? 3, 2, 1. Ah, on l'avait presque! On l'avait presque. C'est ma faute, j'ai lancé trop fort. Erreur au deuxième but. Allez-y, on vous écoute. En fait, moi, c'est... déjà, merci. C'est très intéressant, en fait. Je m'appelle Kumba. Je suis docteur en géographie. Allô, Kumba. Et maintenant professionnel dans le domaine de la recherche. Mais en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que toute la conférence m'a fait poser plus de questions que d'avoir des réponses, en fait. Parce que quand on faisait le doctorat, on nous disait plus éviter des recommandations. Il faut ouvrir des perspectives. Quand il ne faut pas chercher à trouver des solutions. Donc, ce que je me dis, ce qui est intéressant dans votre deuxième panel, c'est quand vous avez commencé, on va essayer de trouver des recommandations, trouver des pistes de solutions. Ouais. Au moment où, en recherche fondamentale, on se pose la question à aller chercher des solutions, est-ce qu'on en est réellement, en fait? Est-ce que la recherche fondamentale est aussi fondamentale qu'on devrait le penser? Est-ce que ce n'est pas orienté? C'est quoi la différence avec la recherche-action? Sommes-nous là-dedans, en fait, réellement? Si on fait de la recherche aussi pour trouver des connaissances qui aident à faire évoluer la société et que la recherche appliquée aussi cherche des solutions, avons-nous plus de points en commun que de points divergents? En fait, c'est juste des pistes de solutions ou de réflexion plus qu'on devrait essayer de penser que de mots solutions, mais je pense qu'on a plus... Moi, je suis plus pour la grandeur de la recherche que des misères, parce que c'est avec ces misères-là qu'on arrive à aller vers la grandeur, au fait.
Ah, les misères sont essentielles. En tout cas, c'est juste une des belle questionnements. conclusion. On essaie de me... Ah, mais on peut le lancer à Stéphanie qui est derrière. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir la dernière Remercie notre recommandation. dernière Merci. intervention. Et ça me permet de faire le lien. Il nous reste 2 petites questions en terminant pour avoir le pouls de la salle en fin d'événement. Attends, Jean-Daniel. Oui? Est-ce qu'on peut applaudir Jean-Daniel pour l'animation de ce fantastique après-midi? Merci. Jean-Daniel Merci, Doucet. Merci, mais je préfère vous redonner la parole. On a parlé des grandeurs et des misères de la recherche fondamentale. Avant-dernière question, quiz FRQ qui va apparaître à l'écran. En un mot, on vous demande un mot, vous allez sur vos codes QR, question numéro 7. En un mot, comment envisagez-vous l'avenir de la recherche fondamentale? Donc, question 7, c'est à vous de mettre un mot. Les mots vont s'afficher à l'écran. Et voilà, on aura un peu le pouls de la salle en terminant ce 8e forum d'échange sur les fonds de recherche du Québec. Donc, interdisciplinaire, ça a marqué les gens. On en a parlé dans le 2e panel. Danger, c'est venu risque. C'est venu dès le premier panel. Il y a quand même de l'espoir qui a été soulevé dans ce congrès-là. Plus ouverte. Enlever les limites, enlever les thèmes imposés. Je pense que c'est revenu assez régulièrement aussi. Prometteur, on a futur. En croissance, mais limité, évidemment. Les fonds sont limités. Opportunité. Vous voyez les mots apparaître en direct. Croissance limitée, espoir, opportunité, prometteur. Pauvre, effectivement, les fonds sont assez limités. Profitable quand même, on en a parlé. Agile, il y a des gens que le mot agile a marqué, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si on va être agile, mais on va être flexible et s'adapter, se déplacer tranquillement, pas vite, dans 2 minutes. Ah oui, mais M. Gingras qui veut... oui. Allez-y, pour le mot de la fin, M. Gingras, allez-y. C'est un hasard. Donc, juste un petit mot pour suggérer que dans ce qu'on a entendu, et là, c'est un message que j'adresse aux scientifiques. Moi, je fais de la sociologie des sciences. Les étudiants qui sont là-bas étudient la sociologie des sciences, l'économie de la recherche. Quand on pose des questions qui relèvent du système social, on peut soit se fonder sur des anecdotes dont on a entendu un certain nombre cet après-midi. C'est correct de dire, moi, dans mon labo, il y a des gens qui abandonnent et donc ils vont ailleurs. Ça, c'est des anecdotes. Ou on peut se fonder de façon structurelle sur des statistiques. Par exemple, on a les statistiques d'inscription à tous les 3 cycles depuis 30 ans dans tous les domaines. Et là, on a les tendances macroscopiques. Pas l'anecdote qui est un biais écologique bien connu. Dans mon labo, ça fait ça, mais ce n'est pas ça le Québec, ou le Canada, le Québec. Donc, j'encourage les scientifiques qui se réfléchissent socialement à aller voir les travaux qui existent, qui sont nombreux. On en donne un seul. On a fait une étude avec Brigitte Gemme, mon étudiante de plusieurs années, sur ce que les étudiants de doctorat, pendant un certain nombre d'années, disaient qu'ils voulaient faire en chimie. Plusieurs disaient, nous, on va aller dans l'industrie, on ne veut pas être prof, etc. On refait l'étude 5 ans après, et on a fait un texte qui s'appelle « Un attracteur fort, le monde académique ». Et on montre que les gens qui rêvaient de l'industrie, 5 ans après, quand ils étaient dans l'industrie, et qu'on réinterviewait, ils nous disaient, effectivement, on est sous-utilisé ici, c'est un peu ce qu'on disait tantôt, et on aimerait maintenant retourner à l'université. Donc, il y a plein d'études avec des méthodes rigoureuses qui vont au-delà des anecdotes personnelles que trop de scientifiques généralisent. Et de communicateurs, moi je veux m'inclure. En dehors du domaine de validité qui est leur petit labo, qui en bio, qui en chimie, qui en maths. Alors, tous ces travaux-là, par exemple, sur l'interdisciplinarité, une autre étude, un grand labo empirique, avec des entrevues dans un labo français interdisciplinaire. Il y avait des biologistes, des sociologues, des géographes, des hydrologues. Et ils ont tout expliqué les contraintes structurelles qu'on a mis en évidence et qu'on peut redécouvrir individuellement, spontanément, genre, oui, quand on est interdisciplinaire, on ne publie pas dans la même revue, on n'a pas le même rythme, etc. Ça, c'est tout démontré depuis des années par des travaux de sociologie des sciences, d'économie de la recherche. Donc, les scientifiques, c'est bien que vous vous intéressez à la société, mais au lieu de réinventer la roue par 2 anecdotes, il y a des travaux là-dessus. Moi, quand je veux comprendre la physique, je lis des articles de physique. Je ne réinvente pas la physique, F égale MA, dans ma cour. Donc, tant mieux qu'aujourd'hui, les scientifiques se posent des questions sur la société, mais il y a des gens en droit
les droits de la science. Il y a des gens en sociologie des sciences, en histoire des sciences, en économie et en philosophie des sciences qui vont vous dire qu'un concept, ça a certaines propriétés. Donc, oui à l'ouverture et non aux anecdotes. Merci. Merci, M. Gingras. Ça nous prendra M. Mais oui, on peut l'applaudir. Ça nous prendra M. Gingras pour nous recadrer à tous les jours quand on fait des raccourcis mentaux. Moi, le premier. On prend bonne note de cette suggestion-là. On prend bonne note de vos suggestions, évidemment. J'ai vu les gens des FRQ prendre des notes. Merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été un peu formateur pour vous. On vous laisse une dernière